Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Internet Exploreuse. Aujourd'hui, on se demandera si Internet n'oublie vraiment rien. On parlera de la mode du Y2K et puis on restera quand même un peu des chill guys. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Internet Exploreuse. Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie d'avoir retrouvé ma voix également. Merci beaucoup à tous vos messages de soutien, vous aviez l'air vraiment impactés par ma santé et par mes visages de frustration de la dernière fois. Donc merci beaucoup, merci également aux personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Merci à la modération, je dis merci à tout le monde. Je dis merci à Sylvain avant d'oublier évidemment, merci Sylvain. Il a pas de micro, Sylvain. Il peut pas parler, Sylvain. Je peux lui faire dire n'importe quoi à Sylvain. Non. Merci, Sylvain. Merci à Pauline. Et bonjour à Pauline Ferrari. Est-ce que vous connaissez Pauline Ferrari ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi, Héloïse ? Oui, ça va. C'est la première émission d'Internet Exploreuse que tu vas présenter. Oui. Tu as été là déjà pas mal de fois, finalement. J'ai été invitée une fois en visio, une fois en présentiel et maintenant... Et une fois pour Firax. Et une fois pour Firax, c'est vrai. Et là, maintenant, je suis derrière un micro et je parle. Je parle. Et tu vas nous parler de nombreuses choses puisque c'est toi qui vas t'occuper, t'arrives direct, tu prends la capture d'écran, le gros du boulot. Exactement. Le tunnel d'une demi-heure et pour moi. Pour toi, voilà. Ça va être trop bien. Ça va être génial. Sur les souvenirs, mais ça, je vous en parlerai juste après. Et puis, pour cet épisode, on a invité l'incroyable Edna de Shein With Me. Bonjour Edna. Coucou. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, très contente d'être ici. Merci pour l'invitation, ça fait trop plaisir. Oh, mais ça va être trop bien. Du coup, pour te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu tiens une friperie qui s'appelle Shein With Me. C'est ça. Qui est spécialisée, j'adore la spécialisation de ta friperie. C'est spécialisé du coup dans les tenues des séries des années 90 et 2000. Exactement. Du coup, je m'inspire des outfits qu'ils portent, par exemple Buffy, Charmed, etc. Et je reproduis les looks. Et donc, ton métier, c'est de chiner, de regarder des séries et de les vendre ensuite. C'est exactement. Chouette. Ouais, franchement, c'est le meilleur métier. J'adore ça. On en reparlera juste après puisqu'on va discuter de ton rapport à Internet et ça en fait partie du coup dans le compte privé. Mais avant ça, je vais vous parler aussi du reste du programme puisqu'on parlera de souvenirs en ligne, comment les souvenirs ont pris une énorme place sur Internet. Ça, ce sera la capture d'écran avec Pauline. Un petit bisou évidemment à Lucie qui nous regarde, je le sais. Oui. J'ai oublié de dire merci à Lucie. Merci d'avoir conçu cette émission avec moi. Voilà, c'est dit. Et ensuite, on parlera, évidemment, je vous expliquerai les mêmes que j'ai pas pu vous expliquer du coup en décembre. On parlera de Sonic, mais on parlera aussi du Chill Guy. Mais avant ça, on est parti pour le compte privé. Héloïse, il me semble que tu as fait un petit peu d'investigation numérique, que tu allais un peu stalker tous les comptes d'Edna de Shein With Me. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te promets. Alors, franchement, j'ai vu des extraits là de ce que tu avais pris. Ça fait un peu peur, hein. Non, je rigole. C'est des vidéos récentes. Non, franchement, merci. Parce que franchement, les débuts, c'était... Ah ouais. Maintenant, je suis hyper curieuse. C'est trop tard, je vais aller voir. Pas tout de suite. Après, hein, ouais. Alors, du coup, on a parlé un peu de ton activité. J'aimerais que tu nous en dises, du coup, un peu plus sur ta manière de fonctionner avant qu'on parte, du coup, vraiment sur ton compte privé. Ouais. Donc, tu disais, du coup, que tu étais spécialisée dans les séries. Tu regardes les séries, du coup. Tu les mates toutes une par une. Ouais, c'est-à-dire vraiment, t'as 24 épisodes avec 10 saisons, je me les refais. Et ensuite, après, il y a la partie recherche, où je vais chercher les fringues qui ressemblent. Et ensuite, la collection, elle sort. Voilà, donc ça prend vraiment 6 mois en général. Et du coup, quand tu chines, j'ai vu dans tes vidéos que tu chinais en brocante, que tu chinais du coup au puce, etc. Tu peux nous raconter un peu, parce que trouver des tenues de ces années-là, du coup, j'imagine que c'est la brocante souvent où tu vas devoir aller. Est-ce que tu vas dans les friperies déjà aussi ? Non, alors moi, je touche pas aux sélections qui sont déjà faites. Okay. Voilà, je veux vraiment que ce soit la mienne. Donc, je vais brocante, vide-grenier, marché aux puces et Vinted aussi, je fais beaucoup. Okay. Le Bon Coin aussi, ça m'arrive. En général, en ligne, c'est vraiment pour trouver les pièces hyper précises. Voilà, parce qu'il y a des pièces, c'est trop compliqué à chiner en brocante, ou alors je vais devoir attendre genre 2 ans avant d'en trouver. Sinon, brocante vide-grenier, ce qui est bien, c'est que en fait, déjà, c'est les moins chers.
Et c'est des particuliers, donc ils peuvent aussi te raconter leur histoire. Ah, trop bien. Et ça, c'est hyper cute. Vraiment, souvent, c'est 40, 50, voire plus. Et ils viennent, ils me disent « Ah, ce manteau, je le mettais pour mon travail, je l'adore. » Tu sais, les blousons en cuir, incroyables. Du coup, t'as une histoire derrière. Et je trouve que c'est plus sympa que d'aller au puce, où là, tu sais, t'as genre une tonne de vêtements, où t'es en train de fouiller, t'as pas vraiment d'histoire derrière. Quoi. Ouais, trop bien, trop bien. Et puis du coup, c'est pas ton premier métier, ça a été une reconversion professionnelle. C'est ça, exactement. Puisque tu fais partie des nombreuses personnes qui ont été un peu dégoûtées par l'éducation nationale, si je me trompe pas. Un petit peu. Du coup, t'étais enseignante du coup d'histoire géo, c'est exactement, prof d'histoire géo pendant 5 ans en collège et lycée. Voilà. Okay. Et honnêtement, c'était un métier que j'adorais. L'enseignement, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Mais le contexte global éducation nationale, et la vie d'établissement, etc., ça me convenait pas en fait. Et du coup, tu as fait la transition petit à petit, du coup, en commençant ta friperie, du coup, en même temps que ton activité. Et donc, je pense qu'on a besoin de préciser, du coup, généralement, tu vends tes pièces dans des pop-up stores, c'est ça? C'est très très bonne question. Ouais, en fait, j'ai pas de boutique physique et j'ai pas de boutique en ligne non plus. Donc pour l'instant, je fais uniquement du pop-up de manière générale à Paris et Île-de-France. Voilà, j'ai encore jamais bougé. Et voilà, c'est éphémère, mais en général, j'en fais 2 à 3 par mois. Donc c'est quand même très régulier. Mais je savais pas qu'il y avait autant du coup. Alors là, ce mois-ci, je me suis calmée. Mais tu vois, par exemple, en décembre, j'en ai fait 5 ou 6. Ah ouais, bah, juste avant les fêtes de Noël, ça m'étonne pas trop. Mais il y a une grosse explosion des pop-up stores, j'ai l'impression, et même des marchés de petits créateurs, entre guillemets, tu vois, des gens qui font des fait main, des thématiques et tout. Ouais, je me rappelle, j'en avais fait une sur Britney, je crois. Ah oui, c'est vrai. Génial. Il y avait un marché qui s'appelait Britney Market. Ouais, c'est ça. Et t'avais que des trucs un peu en mode look Britney années 2000, genre. Ouais. Mais je crois qu'il y avait même des gens qui vendaient des tapis un peu dans la même vibe. J'ai cru que t'allais dire des tapis avec la tête de Britney. J'aurais tout de suite acheté, en fait. Ils seraient sur le plateau, là, actuellement. Mais ouais, c'est ça. Et comment, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont intéressées au fait de pouvoir aller à ces pop-up stores, etc. Comment tu te tiens? J'imagine que toi, on te contacte ou comment on se tient informé de ces pop-up? Alors, en fait, ça dépend qui est l'organisateur. Ouais. Tu as des gros comptes d'orga du pop-up à Paris. Donc, soit faut les suivre, soit sinon, les créateurs, en général, publient sur leur propre story, leurs infos. Je suis à tel pop-up, etc. Pour ma part, maintenant, je vais me concentrer sur le fait d'organiser les miens. Ok, d'accord. Donc, je loue une boutique ou un espace. C'est chouette. Et je propose uniquement ma sélection. Voilà. Et t'aimerais du coup, parce que j'ai vu pas mal aussi de personnes qui faisaient des friperies en ligne, ensuite passer au physique. Il y en a pas si loin des locaux là. Ça te plairait toi de passer en physique ou ça devient vraiment un truc plus compliqué à gérer? J'aimerais beaucoup. Ouais, t'aimerais? Ouais, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Voilà, et ben on va dire que c'est le souhait pour 2025. Merci 2026. Beaucoup. Je croise les doigts. Ça va ta propre chine-wivie. Ouais, vraiment. Mais en fait, ça serait trop cool de pouvoir partager vraiment cet univers, mais de manière concrète, tu vois, avec vraiment la déco qui va autour. Les pop-up, en fait, tu montes, tu démontes. C'est genre fatigant. Mes week-ends, c'est ça. Donc, tu peux pas vraiment recréer un univers, tu sais, mettre des posters, des même affiches. Le voir évoluer, j'imagine aussi en fonction de tes goûts, de ce que tu découvres et tout. Exactement. Déjà, entre mes pop-up d'il y a 2 ans, parce que j'ai 2 ans et demi, et ceux d'aujourd'hui, la présentation de mon stand n'a plus rien à voir. Tu vois. Donc... super, j'espère qu'on a bien expliqué du coup tout le concept parce que je sais pas si notre public est hyper familier avec tout ça. Moi j'ai appris plein de choses. Et on va pouvoir passer aux questions qu'on a l'habitude de poser pendant le compte privé que tu as donc sélectionné. Et la première question qu'on pose systématiquement, c'est quoi ton premier souvenir d'Internet? Alors, mon premier souvenir d'Internet, c'était... en fait, je suis arrivée dessus par l'intermédiaire des jeux. Et donc, je jouais à 2 jeux particulièrement qui étaient Minou Valley, pas du tout connu. C'était un jeu d'élevage de chats. Voilà. Et surtout, Madimbo. Je passais des heures. Mais oui, incroyable. Incroyable. Mais c'est marrant parce que quand on t'a invité, du coup, la dernière fois, t'as parlé des jeux de filles. Les jeux de filles, dont Madimbo tenait vraiment un rôle central pour le coup. Tous ces jeux d'habillement. Mais c'est vrai que Madimbo, je trouve que c'est un niveau au-dessus. Et puis, tu m'as débloqué un souvenir hors caméra. C'est vrai qu'il faut faire de la chirurgie esthétique sur ma bimbo pour passer au Quelle erreur. Mais à la fin, tu finis entièrement refaite, quoi. C'est un truc de fou. Non, mais c'est fou. Moi, j'avais complètement oublié ce détail, mais oui, c'est vrai.
Et du coup, en fait, c'est quoi ma bimbo? C'est du coup, t'as un personnage et tu vas l'habiller, tu vas le coiffer, tu vas la maquiller, etc. En fait, il faut trouver un travail, il faut avoir un petit copain. Et en fait, un peu tout les ça. Sims, mais moins. Enfin, mais pas animé et moins cool. C'est ça. Mais c'est plus centré peut-être sur l'habillement. Je sais pas comment tu le dirais, toi. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est aussi des objectifs. En gros, faut remplir toute une liste d'objectifs pour passer au niveau suivant. Et donc, t'as pas forcément que de l'habillement dedans, même si on va pas se mentir, c'était hyper cool de pouvoir la pimper comme on veut. Mais il y avait vraiment les objectifs, genre faire des photos avec telle célébrité, parce qu'il y avait aussi un espace photoshoot dans le truc. T'avais quoi d'autre? Ouais, t'avais de l'aspect chirurgie esthétique, avoir un animal de compagnie aussi. Ouais. Ok, voilà, et pour débloquer les niveaux, fallait avoir de plus en plus de choses, quoi. C'était un peu un jeu genre destin, mais du coup très orienté du coup certaines féminités. Oui, c'est ça. Et puis il me semble que c'était aussi des niveaux qui pouvaient s'atteindre avec une espèce de monnaie du jeu, tu vois. C'est vrai. Mais ce qui fait que il fallait faire cracher un peu d'argent aussi. Exactement. C'est que donc t'avais des systèmes de micro-paiement aussi. Moi que j'ai jamais réussi à obtenir personnellement de mes parents, mais en tout cas oui, pour passer au niveau supérieur ou pour avoir plus de vie, des trucs comme ça, t'étais obligé de. Mais ça existe encore ça ou? Mais oui. Ah bon? En fait, je me suis connectée du coup là. C'est vrai. Parce qu'en fait, j'étais curieuse de savoir quand est-ce que je m'étais inscrite. Et parce que j'ai vu que ça a été créé en décembre 2006 et mon inscription c'est mars 2007. Ah ouais. Tu faisais partie des VIP quoi. Du coup ça existe encore. Je me suis connectée sur mon compte et tout. Il y a même une application. Oh non, mais je crois que je vais la télécharger. C'est par curiosité. Et du coup, c'est le même studio que Amour Sucré, dont on avait déjà parlé, je crois, peut-être sur Internet Exploreuse, qui est un jeu où on est une lycéenne qui rencontre des gens et t'as une monnaie juste d'action en fait. Oui. Donc tu peux choisir de l'économiser pour faire des plus longues parties parce que sinon en 5 minutes quotidiennes c'est terminé. T'as plus de vie et tu peux plus continuer à jouer. Et qui avait été remis au goût du jour du coup par des streamers, principalement des streameuses du coup assez récemment. Et donc c'est un studio nantais, voilà, qui s'appelle B-Move. Donc j'avais discuté avec des personnes qui avaient travaillé avec B-Move. C'était hyper intéressant aussi de voir comment ils évoluaient sur toutes ces questions inclusives aussi, liées au genre et tout. C'était hyper intéressant. Mais c'est pas dispo ici, c'est dispo dans un magazine qui s'appelle JV Le Mag, donc allez l'acheter, je sais plus dans quel numéro. Ensuite, alors la deuxième question, elle m'a beaucoup plu. C'était quoi ton premier pseudo? Non, alors attends, franchement j'ai hésité à dire la vérité. Et est-ce qu'on va avoir le droit ou non? Parce que tu me l'as pas envoyé. Ouais, je sais, je voulais te garder la surprise. Du coup, le premier pseudo, c'était sur YouTube. Ok. Oh waouh. Ouais. Et du coup, j'avais choisi une référence à Twilight. Très basique. Team Edouard plus un chiffre parce que c'était le grand truc de mettre un chiffre. Team Edouard, désolé. Forever. J'adore parce que c'est vraiment frontal. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de doute. Tu ne mens pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une authenticité. Il y a un certain militantisme même, j'irais jusqu'à dire. Ok, bah écoute, c'est pas grave, je t'apprécie toujours, Edna. Mais merci. Alors, juste petit souvenir. J'étais au collège et en fait le prof avait demandé à ce qu'on produise des vidéos en espagnol et qu'ensuite on les télécharge sur YouTube, tu vois. Et du coup, il fallait se connecter sur YouTube devant toute la classe. Tu sais, il y avait le téléprojecteur. Donc je mets à Team Edouard et gros silence. Vraiment, et j'étais genre, wow. Et tout le monde était genre, oh, la Team Edouard. Et j'étais genre, oh. C'était censé être privé. Mais toi, ton premier pseudo, est-ce qu'on a le droit d'en parler ou pas? Est-ce que tu peux nous... Oui, absolument. Mon premier pseudo, alors... Franchement, ça va peut-être t'enlever, tu vois, des vagues de honte. Okay. Moi, j'étais très, très fan d'un groupe qui s'appelle Bébé Brune. Bah oui. Et du coup, je crois que mon tout premier pseudo, c'était... X majuscule, X minuscule. Ah, j'ai vu ça aussi. Tiré du bas. Mademoiselle Hyde. Genre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En plus, avant de connaître l'œuvre littéraire, c'était pour moi avant tout une chanson de Bébé Brune. Voilà, la culture, c'est comme la confiture. Tiré du bas, X minuscule, X majuscule. Je crois que c'était ça. Il me semble que dans mes souvenirs, en tout cas, c'était ça. Voilà, c'est pas grave. On va parler des skyblogs après. Il y aura aussi moi, des XXX et des grands O, petits O, grands O aussi. Oui, et des dollars partout. Oh, des dollars, évidemment, des dollars. Mais du coup, t'as raison, je me sens beaucoup moins mal là. Ah ben, ça va. C'est pas grave, je vais porter le shame dans cette émission. Mais
Voilà, ça va être intérimaire. Pas de problème. La prochaine question, avant qu'il y ait une petite mutinerie de la part de notre pigiste juste ici, c'est quoi l'emoji que tu utilises le plus? Moi, j'adore le petit emoji sentiment, là, les petites étoiles. Les petits sparkles. Oui, exactement. Je trouve trop mignon. Et ouais, je trouve que c'est cute. En plus, ça va bien avec la vibe Y2K du coup. C'est vrai. Mais du coup, tu utilises, pourquoi? Parce que je l'ai vu utiliser dans plein de contextes différents. Ouais. Soit pour mettre en emphase, pour vraiment mettre en avant du coup certains mots. Souvent aussi pour l'ironie. Genre quand on parle de santé mentale, souvent hip-hop. Moi, je l'utilise beaucoup pour l'ironie. Ouais. Avec. Et là, plus récemment, du coup, c'est devenu le symbole de l'IA pour les entreprises de tech, notamment avec du coup Samsung et Galaxy. Et donc, tout le monde demande à ce qu'on le récupère, évidemment. Mais c'est vraiment, je trouve, le symbole d'une époque. Tout le monde l'utilise. Mais est-ce que ces entreprises-là utilisent le sparkling parce que c'est genre magique, l'IA? Tu penses que c'est ça, la symbolique? Oui, je pense, ouais. Okay. Je pense que c'est pour ça. Mais du coup, ouais, je suis assez intéressée de savoir. Moi, c'est juste, déjà, c'est juste joli et aussi pas pour mettre l'accent sur une certaine partie de la phrase ou sur certains mots. Tu vois, des fois, je dis c'est joli entouré de sparkling, tu vois, j'adore. Mais c'est marrant parce que ça me fait un peu penser à l'utilisation sur d'autres plateformes. Par exemple, sur Discord, en fait, on met des astérismes pour mettre en gras ou ce genre de choses. Et du coup, peut-être que ça aussi ça vient aussi un peu de là, tu vois, vu que le gras sur TikTok, sur Instagram, dans les légendes, c'est pas possible, il me semble, de mettre en gras des... de changer tu peux changer la police, mais il faut aller la chercher. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc peut-être que c'est aussi un peu pour ça, vu qu'on n'a pas trop de moyens, t'essayes de trouver via l'emoji et tout. Une manière de mettre une emphase, tu veux dire, sur un mot ou sur une expression. Et je pense qu'il y a un truc très aussi millénial ou Gen Z à en effet faire de l'ironie avec des... Moi, je sais que je fais beaucoup ça, donc avec les sparkles, mais aussi avec, tu sais, les petits emojis entourés de cœur. Genre aujourd'hui ma boss m'a dit que j'étais, et tu mets un emoji cœur vraiment imparfaite, j'en sais rien, tu vois, genre je mets plein d'émojis comme ça, t'es très gentil en mode j'ai vraiment passé une super journée alors qu'en fait non, pas du tout. Mais moi je trouve que il y a peut-être un humour très millennial Gen Z de tu vois, se moquer de même les questions de santé mentale, enfin tu sais, tout tourner au cynisme, au ridicule. Voilà, peut-être que j'en phase un peu loin, mais... Non, je suis d'accord avec toi. Non, voilà, c'est mon analyse. Je t'ai demandé aussi quelle a été ta dernière recherche en ligne. Oui, du coup, j'avais recherché des informations sur la dark fantasy, avec des films type Dark Crystal, Un jour sans fin. Non, L'histoire sans fin. L'histoire sans fin, ouais. L'histoire sans fin. Parce qu'en fait, je trouve que l'esthétique, c'est sublime, hein. Bah ouais. Et les effets spéciaux, le maquillage, les costumes et tout, je trouve ça absolument divin, quoi. Et du coup, c'est pour t'inspirer ensuite dans ta recherche. En fait, c'est juste pour me mettre dans une ambiance. Je sais pas, je trouve que ça me nourrit créativement. Et je sais pas, il y a un côté rassurant aussi. Peut-être parce que c'est aussi des films de notre enfance. Et je trouve que les effets spéciaux aussi, enfin, je suis désolée, j'en reparle, mais ils m'obsèdent. Ils sont très palpables, en fait. Ouais, exactement. T'as l'impression que tu peux vraiment t'immerger dedans. Il y avait moins de CGI, quoi, aussi. Ouais, ça a côté un peu doudou aussi, je pense, de revenir à... C'est ça, exactement. Ça, en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Bah oui, c'est bien. Mais tout est en lien. Ça fait des bons, ouais. Et enfin, la dernière question, du coup, et ça, je pense qu'on va passer quelques temps parce qu'on a des choses à dire, nous aussi. C'est qu'est-ce qui a disparu en ligne et qui te manque? Ah oui. Du coup, moi, j'avais pensé au site Lecture Academy. Je sais pas si vous connaissiez. Je connaissais pas du tout. Qui a été racheté du coup par qui appartenait déjà à Hachette. Exactement. Et qui a été un peu rebrand après. C'est ça, exactement. Ouais, ah oui, ça ressemblait à ça. Ouais, Black Moon, exactement. Voilà. En fait, c'était pour ça que j'étais dessus, en fait. Pareil. Voilà. Les éditions Black Moon, du coup, c'était vraiment les romantaisies, la romance fantasy, du coup, des années 2000. Donc, c'est là-bas qu'a été publié le journal d'un vampire, du coup. Twilight aussi. Twilight. Ouais. Et tout, en fait, ces romans-là, 16 lunes. Oui, évidemment. Tu peux tenter Le baiser de l'ange. Évidemment. Allez, voilà. Donc, tous ces romans, du coup, qui étaient vraiment la suite de Twilight, qui mêlaient des éléments surnaturels avec des histoires d'amour de lycéennes avec des gens qui avaient 150 ans.
C'était ça. Ouais, exactement. C'était Black Moon. Ouais, mais c'était des vampires. Du coup, c'est pas pareil. Il y avait des loups-garous, des anges. Des anges. Évidemment. Wow. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles de Fallen ou pas? Bien sûr. Eh ben, il y a un film qui est sorti. Comme oui. ça. Je sais pas. Je l'ai regardé récemment. Tu as éveillé sa curiosité là maintenant. Ah non, mais moi après là, ce soir, je vais regarder un peu. Ah, évidemment. Attends, j'essaye de le retrouver vite fait comme ça. En 2016, voilà. Ah, c'est récent. Si vieux, hein. Qui est horrible. Enfin, Vraiment, je te le conseille parce que évidemment qu'on a envie de le regarder, mais ça fait partie de toutes ces adaptations en film qui ont suivi en fait la tendance. Vous vous rappelez de toutes les Divergentes, etc. Oui, absolument. Et celui-là c'est pareil, mais sans le budget. Voilà, donc je te le conseille évidemment si t'avais lu le livre, mais c'est vraiment une horreur. C'est une horreur. Alors moi par contre je peux t'en conseiller un, pareil avec un ange, incroyable. Il s'appelle, je crois que ça s'appelait Fallen aussi, à vérifier. C'est 4-5 épisodes. Ok. C'est sorti genre milieu des années 2000. Du coup, ce serait une autre adaptation du coup. C'est pas une adaptation, mais c'est genre l'histoire est quasi la même. De toute façon, c'est toujours les mêmes histoires. Faut pas s'embêter. Hein. Et c'est avec le mec qui joue Stéphane dans Vampire Diaries. C'est l'un de ses premiers rôles. Voilà. Citons jamais. Ok, je prends. C'est pas mal. Alors, vous l'avez compris, cet épisode, ça va vraiment être un trip nostalgique des années, fin des années 2000, du coup, début des années 2010. Oui. Et ça, c'est pour une raison toute simple. C'est que toi, Pauline, tu vas nous parler de ça en long, en large et en travers. Absolument. On va passer à la capture d'écran et on va remonter un petit peu le temps dans les années 2000 et même avant. Pauline, tu vas nous parler donc de nostalgie, de souvenirs en ligne et finalement se demander est-ce que Internet n'oublie pas N'oublie vraiment rien. Vraiment rien. Vraiment. Il y a une double négation dans cette phrase. Non, attends, on aurait dû réfléchir. Oublie quelque chose. Oublie des choses. Est-ce qu'Internet oublie des voix, des trucs ou pas du tout? C'est ça un peu la question. Je mets mes lunettes de grand-mère pour pouvoir... Hop là. C'est bon, on est bien. En effet, vous le savez, en plus, on est en début d'année. C'est la première émission de 2025 pour Internet Exploreuse. Et chaque mois de janvier, en plus des traditionnelles résolutions au Roland, un petit peu productivistes, grossophobes, c'est l'heure des bilans. Et on en avait parlé en décembre lors de la dernière émission. Les débuts et fins d'année sont souvent marqués et de plus en plus par des rétrospectives. Alors vous avez eu peut-être votre Spotify Wrap, très décevant car dopé à l'intelligence artificielle. Notre rétrospective de la SNCF et même un résumé de votre année sur l'application Lydia. Voilà. Sachez qu'il y a une rétrospective Lydia. Genre, il te dit, alors comment t'as dépensé ton argent? Oui. Qui est-ce que t'as remboursé et qui est-ce que t'as pas remboursé? C'est ça. Il y en a même pour d'autres applications, même de lecture. Par exemple, moi, je suis sur Goodreads. Je sais qu'il y a Letterboxd aussi. Enfin, voilà. Il y a des rétrospectives pour tout. Et les petits bilans de notre année fabriqués grâce à toutes les données qu'on laisse en ligne, ça se partage très facilement sur nos réseaux sociaux. Mais ce qu'on a pu voir apparaître en ligne depuis quelques années, c'est aussi la mode des photos dump. Donc, ces publications où je vous ai mis mon photo dump parce que je suis très égocentrique. C'est des publications où on va retracer un mois ou une année à travers des photos qu'on n'a pas forcément publiées ailleurs, un petit peu en vrac. Et la spécificité de ces publications, c'est que les photos sont pas censées être parfaites, justement. On veut témoigner d'une sorte d'authenticité, de non-mise en scène de soi, même si ça en reste. Regardez comme je suis magnifique sur cette photo. Voilà, c'est de la mise en scène de soi. C'est une espèce de mosaïque, voire de kaléidoscope de toutes les facettes de nos vies, y compris des moments flous, banals ou même tristes. Est-ce que vous photo-dumpez? Est-ce que ça dump par ici? Et moi, ça dump sévère. Hein. Ça dump sévère, c'est vrai? Ah, mais tous les mois. Tous les mois? De manière mensuelle, tu fais tes photos dump Exactement. Sur Insta, en plus, tu as des sortes de stickers. Ouais. Et ça te permet aussi d'accroître ta visibilité en story. Ah ouais? Donc, j'en profite à chaque fois. Avec le hashtag photodump, du coup Non, c'est pas un hashtag, c'est vraiment une sorte de stickers. Ouais. Qui a en story comme ça avec marqué genre Six Pics of January ou January so far, ce genre exactement. de truc. Et genre, comme tout le monde le fait, tu sais, t'as genre peut-être des fois 20K, 100K de personnes qui ont utilisé le sticker. Tu peux voir
comment les gens ont utilisé leur style. Et du coup, les gens vont voir pour regarder la vie des gens qu'ils connaissent pas et trouver des inspirations, j'imagine. Ouais, exactement. Ok, d'accord, c'est Quand marrant. tu vois quelqu'un le faire, tu peux te dire, ah, mais moi aussi, j'ai pas fait mon dump de cette année, tout ça. Est-ce que toi, tu dump, Héloïse ? Non, parce que je prends assez peu de photos. Ah et ouais, tout. ok. Ouais, vraiment, je pense que j'ai des captures d'écran, c'est tout, plus ou moins, ou des photos cheloues que je peux pas partager parce que je fais des trop grosses grimaces et j'aurais que ça en fait. Mais moi, ce que je voulais faire, parce que j'avais vu pas mal de personnes le faire, c'était pas du coup sur le mois ou ce genre de choses, c'était vraiment quelques secondes, voire une seconde de vidéo. Ah oui. Et les personnes à la fin, elles faisaient tous les jours. C'est trop beau ça. Mais j'ai vraiment pas la discipline pour le faire, j'oublie. Et après, je me disais, bah c'est foutu. Et du coup, comment tu fais ? Bah c'est foutu. Et du coup, je veux pas tricher. Je veux pas tricher, tu vois. Tu veux dire faussement filmer des choses en disant Ouais, c'est ça. le 3 janvier alors qu'en fait non, tu l'as filmé en février. C'est Oui. ça que tu veux dire ? Ouais. Et du coup, je le fais pas. Mais tu sais, en début d'année, là, je me suis dit, vas-y, peut-être même recommencer le journal intime, tu vois, une fois par semaine ou ce genre de choses. Donc, il y a peut-être aussi une volonté un peu, tu vois, de faire ça, même en glissant quelques petites photos et tout. Mais alors, en de dumper, quoi, mais différemment. L'exécution, ouais, pour moi. Et l'exécution est terrible parce qu'elle n'arrive jamais, quoi. Donc, voilà, c'est mon apport du non-dumping. T'as l'impression qu'il faut être investi dans le dump. Ah ouais. Ah ok, c'est grave. Mais je pense que c'est une manière de voir les choses parce que moi aussi je suis comme ça. Par exemple, le truc du journal, j'aimerais trop tenir. Mais j'aimerais trop. Vraiment ma passion. Mais je le fais 2 jours et après ça y est, j'arrive plus. Ouais, c'est ça. C'est une discipline. C'est très raccord avec ce truc des bonnes résolutions de janvier. Exactement. Et voilà, là, j'avais tout prévu. Transition. Mais cette mode du dump, moi je l'ai suivi, hein, vous l'avez vu, moi je dump. Tous les mois, du coup pas tous les mois, mais tous les ans, ça c'est sûr, et tous les trimestres plutôt. Je peux faire des gros dump trimestres avec des photos que j'ai des fois peut-être mis en story et tout, et je suis très fan du dump. Je sais pas pourquoi, je suis super fan de ça, et du coup ça m'a amené à me poser une question de pourquoi j'adore partager des photos qui sont pas très esthétiques, etc. Et j'ai réalisé que je faisais beaucoup de dump parce que j'ai une peur assez existentielle, j'en parlerai en thérapie la semaine prochaine, c'est que j'ai peur d'oublier. J'ai peur d'oublier, je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai très peur d'oublier des parties de ma vie. Et donc du coup, le fait de poster des photos que je vais peut-être effacer de mon téléphone ou perdre, etc., c'est une manière de me rappeler de ces moments et de les connecter à des émotions que j'ai ressenties sur le moment. De la même manière que parfois, quand je suis un peu triste, je regarde mes archives Instagram de tout ce que j'ai posté en story, genre, je sais pas, sur l'année 2024 par exemple, et ça me permet de me rappeler certaines choses, et du coup, ça stocke une partie de mes souvenirs et de ma mémoire dans des archives publiques, numériques. Mais du coup, ça rend un petit peu nostalgique aussi au temps qui passe et comme diraient les jeunes, au temps perdu qu'on ne rattrape plus. Les plus jeunes d'entre nous. Les plus jeunes d'entre nous, bien évidemment. Mais du coup, c'est intéressant ce rapport à la nostalgie, ce rapport aux souvenirs. Et je suis pas la seule parce que j'ai lu un article du média suisse Le Temps récemment qui parlait d'ado-nostalgie, soit la nostalgie des plus jeunes pour des décennies qu'elle n'a pas connues. On peut le voir à travers la mode, la musique, les séries télé. On fait revenir l'esthétique des années 80, 90, 2000. Recrudescence d'intérêt pour tout ce qui est appareil analogique. J'ai récemment fait l'acquisition, par exemple, d'un petit appareil photo Kodak jetable, par exemple. Pareil. Voilà. Je vous ai mis à quoi ça ressemble les années 2000 selon Pinterest, par exemple. Voilà, peut-être que ça vous rappelle un peu des souvenirs de téléphone à clapper. La passion pour le rétro gaming, on est un autre symptôme. En somme, on serait en plein retour vers le passé, y compris en ce qui concerne nos vies en ligne, à travers des images qui vont glorifier les premiers Windows, les Nokia 3310, l'époque où on vivait sans smartphone, où c'était mieux avant, comme diraient certains sur certaines chaînes de télévision. Et pour comprendre cette sorte de nostalgie collective, je suis allée parler avec Emmanuelle Fantin. Emmanuelle Fantin, elle est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne, et elle a publié avec Sébastien Février et Katharina Niemeyer en 2021 un livre qui est passionnant, que je vous conseille, qui s'appelle Nostalgie contemporaine, médias, culture et technologie. Et j'ai essayé de savoir pourquoi la nostalgie était aussi présente dans les médias, y compris sur Internet. À une certaine profondeur historique, les médias, donc, y compris les médias analogiques, bien avant l'existence d'Internet, étaient déjà des objets de mémoire, en quelque sorte, puisque ce sont... quand je dis objet de mémoire, je veux dire ils le sont en tant que contenu culturel, par exemple. Donc, par exemple, je vais me souvenir de tel film de De Funès, ou je vais me souvenir, du coup, plus récemment de tel mème avec John Travolta.
mais aussi des objets de mémoire en tant que support technique qui sont corrélés à des pratiques. Donc très concrètement, je me souviens du bruit du magnétoscope, je me souviens d'aller au vidéoclub, je me souviens du bruit des premiers modems lors des connexions à Internet, etc. Donc tout ça, cette mémoire en fait des technologies fait l'objet de remémoration. Par ailleurs, les médias sont aussi en eux-mêmes des technologies, ce qu'on appelle des technologies de la mémoire, c'est-à-dire qu'ils stockent, ce sont des supports techniques qui stockent et qui archivent, des sortes de prothèses externes de nos mémoires singulières et collectives. Et tout cela induit, troisième point, du coup, des pratiques de mémoire, c'est-à-dire en fait la relation dynamique entre les technologies de la mémoire et les potentialités techniques, par exemple, que m'offre mon ordinateur ou que m'offre Internet, et la manière dont les usagers s'en emparent. Donc, quand on voit ces différents aspects un peu kaléidoscopiques des rapports entre mémoire et médias, on voit bien que les médias sont vraiment des opérateurs de mémoire en quelque sorte qui contribuent du coup à travers ces divers phénomènes que j'ai nommés à la constitution d'imaginaire et de représentation du passé. Et c'est là qu'intervient la nostalgie, puisque parmi les représentations du passé et parmi les imaginaires du passé, il en est un qui a la particularité de reposer sur une pratique très spécifique qui est celle de l'idéalisation ou de la capacité à transformer en fantasme quelque chose qui nous vient du passé. Et les médias sont en quelque sorte un écrin idéal pour ça. Donc c'est un écrin idéal, comme l'explique Emmanuel Fantin, en parlant d'écrin aussi. Il me semble, Edna, je crois dans mes souvenirs, que ton, et pas du tout par le stalking, que ton père possédait un vidéoclub. Oui, alors ça, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux. Je sais pas, j'y ai jamais pensé. Mais oui, mon papa avait un vidéoclub dans le 16e. Trop bien. Ouais, et on y allait, on passait des soirées là-bas à choisir notre DVD ou notre cassette à regarder à la maison, quoi. Mais c'est pas si étonnant avec le métier que tu fais maintenant. Enfin, tu vois, il y a des connexions sur peut-être la pop culture aussi, et la cinématographie. Ouais, carrément. Franchement, j'avais même pas fait le rapprochement. J'avais pas pensé. Voilà. Merci beaucoup. Quelque chose à mettre dans ton nouveau journal intime que tu vas commencer. Non, mais ça pourrait faire un bon truc à discuter, tu vois. Mais c'est grave. Cool. C'est trop bien. C'est génial. Mais du coup, attends, j'ai une question. Ils sont passés où, du coup? Ça, c'est une question vraiment que je me posais des fois. Vu qu'il y a énormément de vidéoclubs du coup qui ont fermé, etc. Ouais. Ils sont passés où, tous les DVD? Ils ont été vendus? Ils ont été revendus, ouais. À qui? Je pense que c'était, tu sais, braderie à des particuliers, quoi. À la fin, ils ferment et puis... C'est même dans les Emmaüs et tout, il y a énormément de ressourceries où tu peux se trouver énormément de DVD et des fois des trucs pas si anciens que ça, quoi. Mais ça tient vraiment trop de la nostalgie. Moi, vraiment, le passage au vidéoclub, c'était une bonne soirée après direct. C'était trop bien. Je crois pas que ça existe encore, hein. Je crois qu'il en reste un. Il en reste quelques-uns, mais bon, ça reste... Non, mais par contre, vous pouvez emprunter des DVD dans les médiathèques. Pensez-y. Ah oui, c'est vrai. Faites vivre vos médiathèques locales. C'est très, très important. Du coup, vous l'avez vu, il y a beaucoup de nostalgie là, qui commence un petit peu à sortir de ces écrans et de nos souvenirs. Et les plateformes des réseaux sociaux ont bien compris à quel point on aime bien justement ce souvenir. Et l'exemple parfait, c'est justement les souvenirs Facebook ou Instagram. Vous savez, quand on vous envoie une petite notification disant il y a 5 ans, vous avez partagé tout le temps faire cette notification, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Regardez cette photo de vous avec une frange trop courte que vous avez coupée vous-même, par exemple, voilà. Ça permet de revoir ce qu'on a posté à la même date il y a 1 an, 5 ans, 10 ans. Et ce qui amène aussi à nous replonger dans des souvenirs douloureux. Hein. Ça peut être des images de votre ex, d'un proche qui a disparu, une photo de vous... un peu malaisante pendant une soirée pyjama avec des potes que vous fréquentez plus trop. Alors du coup, moi, je me suis posé la question aussi de pourquoi les plateformes, et notamment celles de Meta, donc Instagram et Facebook, insistent-elles autant à nous rappeler nos souvenirs? Eh bien, parce que c'est super rentable. Katharina Niemeyer, dont je vous en parlais tout à l'heure, c'est la consoeur chercheuse d'Emmanuel Fantin qu'on vient de voir. Elle travaille aussi sur la nostalgie, mais de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'elle est à l'Université du Québec à Montréal. Et elle expliquait dans un entretien pour le journal Le Monde que, je cite, la nostalgie est aussi un produit consommable, une marchandise émotionnelle. Et elle explique que la nostalgie nous a fait miroiter l'illusion d'un accès complet au passé, ce qui nous amène dans une société
activité de consommation nostalgique. Là encore, les réseaux sociaux, ça reste des entreprises et leur but, c'est de nous encourager à rester sur les plateformes le plus longtemps possible. Et une des manières de nous garder connectés, c'est à travers l'affect. Les souvenirs sont remplis de charges émotionnelles très très fortes et ça fait partie des leviers en fait qui peuvent être utilisés par les plateformes pour nous pousser à poster et donc à rester. Vous voyez le serpent un peu qui se mord la queue. Et en même temps, tout stocker, tout garder de nos souvenirs en ligne, ça a un coût. Alors, je sais pas si vous avez vécu l'expérience de Google Drive ou de Gmail qui vous dit vous n'avez plus d'espace de stockage, veuillez payer 1,99 € pour augmenter votre mémoire numérique. Donc, ça demande quelque part de payer si on veut accroître quelque part cet espace-là du souvenir. Et ça entre directement en contraste avec l'idée générale que sur Internet, tout reste et tout sera toujours conservé et que c'est un incroyable archiveur pour toujours, quoi. Ouais, exactement. Puis on a tendance à le répéter comme une forme de bon sens, ce truc de Internet n'oublie rien, tout ce que vous allez poster sur Internet, ça va rester toute votre vie, c'est impossible à effacer. Pourtant, ce qu'on constate, c'est que chaque année, il y a des sites, des médias, des contenus qui disparaissent d'Internet. Il y a d'ailleurs des gens dont c'est le métier de récolter et d'étudier ce qu'on appelle le patrimoine numérique. Et l'une de ces personnes, c'est Emmanuelle Bermès. Elle est maîtresse de conférences en ingénierie de la donnée et du document, spécialiste du patrimoine numérique à l'école de Chartres. Et je lui ai demandé si, en effet, est-ce que Internet n'oubliait rien ? Et en fait, le numérique, on est plutôt sur des objets assez contemporains et des objets du quotidien. Moi, je parle de culture numérique. Vous parlez des blogs, des réseaux sociaux, des objets qui font partie de notre vie de tous les jours. Mais en fait, le numérique, c'est aussi... ça a beaucoup de volatilité. En fait, c'est des contenus qui sont assez difficiles à préserver sur le très long terme. C'est a priori beaucoup plus facile de conserver un manuscrit inscrit sur du parchemin pendant quelques centaines d'années qu'un jeu vidéo ou un site web. Donc, il y a toute une entreprise qui a été lancée par les institutions patrimoniales pour essayer de conserver ces contenus extrêmement volatiles qui sont issus de la culture numérique, donc en particulier la Bibliothèque nationale de France, dans le cadre de sa mission de dépôt légal, va conserver des jeux vidéo et des sites web. Dans les années 90-2000, il y a beaucoup de choses qui se faisaient auparavant sous forme papier, qui ont pu se déplacer vers le web. Donc ça inclut les sites de médias, par exemple, aussi des contenus aussi volatiles que, par exemple, tout ce qui se passe dans les campagnes électorales. Ça fait partie des premières campagnes d'archives web à la BNF et qui auparavant collectaient aussi des choses un peu temporaires comme des flyers ou des choses comme ça qui n'existent que pendant la période de campagne et puis qui disparaissent après l'élection. Et donc l'idée, c'était de faire la même chose sur le web. Il y a une forme de continuité. Puis après, il y a plein de choses qui arrivent sur le web et qui sont complètement nouvelles, qui relèvent de l'expression personnelle, intime, comme sur les blogs. Et c'est vrai, en fait, Internet, c'est hyper volatile. Par exemple, en novembre dernier, l'histoire m'a fait un peu rire, en vrai. Il y a des internautes qui se sont indignés à la disparition des comptes des JO de Paris 2024 sur Instagram et sur TikTok au profit du Comité international olympique. Il y a des centaines de photos et de vidéos de l'événement qui auraient disparu des plateformes, alors que le compte Paris 2024 avait quand même 3,2 millions d'abonnés sur Insta et 2,1 millions sur TikTok. Alors, selon un ancien salarié de la communication des Jeux, le CIO aurait supprimé les comptes officiels pour transférer les publications et les abonnés et les likes du compte Instagram Paris 2024 vers Olympics, un compte appartenant au CIO. Je crois que c'est sur Instagram, j'ai pas compris comment ils faisaient, alors que sur TikTok, ils ont juste renommé le compte. Au lieu de faire JO Paris 2024, c'est juste genre Jeux Olympiques ou Olympics, tu vois. Mais sur Instagram, j'ai pas compris trop parce que j'ai lu tous les articles. Discuté avec Meta et puis s'arranger peut-être. Hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a plein de gens qui disent mais tout ce qu'on a mis en story, etc. Tout a été perdu en fait en termes de souvenirs. Les photos sur lesquelles on avait tagué le compte, etc. En fait, c'est nos souvenirs qu'on enlève, quoi. Donc ça peut prêter à sourire parce qu'en vrai, on se dit ouais, ça va, c'est un compte Insta des JO, quoi. Mais il y a d'autres exemples un peu plus massifs et notamment du côté de l'internet chinois.
chinois. Alors, je sais pas si vous connaissez l'Internet chinois, moi, je suis pas experte, mais le New York Times rapportait en juin 2024 que en Chine, qui est un des pays où la censure en ligne est très présente et où le pays a ses propres réseaux sociaux, notamment la messagerie WeChat, il y a un internaute qui a indiqué que presque toutes les informations publiées sur à la fois les portails d'information, les blogs, les forums et les sites de réseaux sociaux chinois entre 1995 et 2005 n'étaient plus disponibles. Oh, il y a 10 ans d'Internet, notamment d'Internet citoyen sur les blogs, etc., qui auraient disparu. Et ça pose bien sûr plein de problèmes. En premier lieu, la perte d'informations capitale sur des personnalités, par exemple, qui auraient pu commettre des choses vraiment pas très très sympas. Des événements historiques, notamment des catastrophes naturelles ou des événements politiques, mais aussi juste une mémoire collective en fait qui a été effacée par des pans entiers. Et selon justement sur Lecture Academy dont on parlait, donc c'était un site avec un forum, etc. Et ça appartenait déjà à Hachette, donc c'était une manière pour eux de mettre en avant, évidemment, le travail de leurs auteurs qu'ils éditaient, etc. Donc c'est pour ça qu'il y avait énormément... ils faisaient gagner il y avait des concours pour... tu pouvais gagner une rencontre avec Stéphanie Meyer, par exemple. J'ai gagné l'un de ces concours. C'est vrai ? Oh, waouh ! Mais quoi comme concours ? Twilight, évidemment. Et c'était, en fait, lors de la sortie de L'Appel du sang, c'est une sorte de spin-off après le 3e tome. Et en fait, le concours, c'était de gagner en avant-première le bouquin, plus une édition limitée de Fascination, donc le 1er tome. Ok. Et un passage à la radio. Sur RTL. What a star. Voilà. Pour dire j'aime trop Lecture Academy. Non, c'est pas du tout pour dire j'aime trop Twilight, en fait. Et t'avais quel âge ? Je crois que j'avais 14 ans. Mais en fait, t'as l'habitude des micros et tout. Non, pas du tout. Je regarde pas un très bon souvenir, pour être tout à fait honnête. Bah, j'étais pas du tout à l'aise. C'était quelle radio ? J'ai le droit de le dire. Oui. RTL. Personne ne dira. Et du coup, je sais pas, la personne n'était pas... Pas très sympa. Ouais. Oh, voilà. Tu vois. Mais du coup, et toute cette partie forum, en fait, elle a disparu depuis que ça a été renommé Hachette Roman, en fait. Et que c'est devenu juste un site de publicité, en fait. Et c'est des années et des années... Ouais. Des années et des années, des dizaines d'années en fait de forums qui ont disparu d'un coup comme ça, quoi. Mais surtout que donc c'est un super bon exemple. Il y a l'Internet chinois, il y a des forums comme ça, mais aux États-Unis aussi, il y a le site web. Alors je savais pas du tout de MTV News qui a été fermé, emportant avec lui tous les contenus créés entre 1996 et 2013. Ouais. Wow. Donc ça correspond à beaucoup d'archives musicales, mais aussi au travail de plein de journalistes, en fait, tout simplement, qui ont travaillé sur ce genre d'articles, quoi. Ouais. Il y a eu le média spécialisé Game Informer aussi aux États-Unis qui a été fermé et qui aussi, en effet, tous les contenus, en fait, ont disparu. Et du coup, le dernier numéro, il est devenu méga collector. Ouais, méga culte, parce que c'est le dernier que tu et parce que les gens n'avaient pas eu le temps d'aller lire les articles, en fait, tout simplement. Donc ouais. Et parce que c'était sur Dragon Age et qu'on aime bien Dragon Age. Voilà. Et du coup, cette disparition des pans entiers à Internet, elle peut être contrée, et elle est contrée, en fait, depuis plusieurs années par un organisme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Internet Archive, et qui a créé la Wayback Machine. Je les aime trop. La Wayback Machine. Même juste de lancer YouTube dessus et de voir les différentes DA et tout, il y a quelque chose d'assez nostalgique. C'est incroyable. Donc, Internet Archive, si vous ne connaissez pas, c'est un organisme à but non lucratif qui archive le web comme dans une immense bibliothèque numérique. Alors, fun fact, pour assurer la stabilité et la sécurité des données archivées, il y a un site miroir qui est conservé à la Bibliotheca Alexandrina en Égypte. Voilà, la petite référence à la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé et qui, en fait, maintenant, le site miroir est conservé, tout ça. Moi, je trouve ça rigolo en termes de bref. Et donc, la particularité d'Internet Archive, c'est sa Wayback Machine, donc une machine à remonter le temps, qui est constituée de captures d'écran et de clichés, de pages web à différents moments. Et en 2009, alors, j'ai pas réussi à trouver des chiffres plus récents, mais en 2009, la Wayback Machine, elle contenait près de 3 pétaoctets de données, et son augmentation était de 100 téraoctets par mois. Ça fait beaucoup d'octets. Je ne saurais pas vous dire combien, mais ça fait beaucoup. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça donne quasiment un peu plus de 15 ans plus tard. Mais le problème, c'est que Internet Archive, il va
ça pourrait bien disparaître comme organisation, en tout cas être limitée dans ses activités, parce que en plus des cyberattaques ces dernières années, l'organisation elle est poursuivie en justice en raison de droits d'auteur de certaines archives. En 2023, il y a des maisons de disques et notamment Sony qui ont intenté un procès contre Internet Archive pour la possession de versions numérisées de vinyles qui mettaient notamment en termes de bibliothèque numérique. Oui, voilà, exactement. Sauf que les dommages et intérêts, ils atteignent 372 millions de dollars. Donc, si les maisons de disques gagnent leur procès, on parle, en face, on a une ONG à but non lucratif, donc clairement, elle mettra la clé sous la porte, quoi. Donc, il y a plein d'enjeux à l'archivage du web qui dépassent même nos propres souvenirs en ligne, mais qui sont de l'ordre de la mémoire collective. Et donc, en France, on a la Bibliothèque nationale de France, Cocorico, BNF pour les intimes, qui a une mission d'archivage du web depuis le début des années 2000, notamment autour de son dépôt légal. Le dépôt légal, ça veut dire que si vous produisez une œuvre, vous écrivez un livre, vous sortez un CD, vous créez un jeu vidéo, il y a une copie de ça qui est obligatoirement déposée à la BNF en tant qu'archive. Et donc, la BNF archive aussi le web, notamment tout ce que vous avez posté en ligne pendant le confinement. Mais aussi, je ne sais pas si vous le savez, les skyblogs. Les skyblogs. Et oui, il y a plus de 10 millions de skyblogs qui sont actuellement conservés à la BNF. J'espère qu'il y a les miens. Hein. Et dont sûrement les miens aussi, sûrement nos skyblogs à la BNF. Et justement, Emmanuelle Bermès, qu'on voyait tout à l'heure, elle travaille sur ces skyblogs. Genre, c'est son projet de recherche. Elle travaille sur les skyblogs, c'est incroyable. Selon tu avais un skyblog ? Non. Tu n'as pas eu de skyblog ? Non. Mais je sais pas pourquoi. Mais ouais, Academy, pour moi, c'était. Mais oui, on en était sûr. On était en mode. Je consultais les skyblogs, mais je n'avais pas le mien. Créatrice. Ouais, voilà. Je vois. Je sens le jugement. Ouais, non, mais je suis un peu déçue. mais c'est pas grave. Non, je vais m'en remettre. C'est pas grave. Et donc, Emmanuelle Bermès, qu'on voyait, donc elle bosse sur les skyblogs, et moi, je lui ai demandé justement de nous parler un petit peu de ça, parce qu'en fait, c'est super intéressant. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, parler des skyblogs, sur ce travail de mémoire-là, ça raconte aussi quelque chose de la mise en scène de soi du début des réseaux sociaux, mais aussi qu'est-ce que c'était d'être un ou une adolescente au début des années 2000. Qu'est-ce que le thème que tu avais choisi sur Skyblog disait de toi ? Exactement. C'est exactement ça. En fait, c'est au moment où Skyrock annonce qu'ils vont fermer la plateforme, alors que plus personne ne se souciait de ces 12 millions de blogs qui étaient... moi, j'appelais ça une jachère, c'est-à-dire que ils étaient là en ligne, mais personne s'en souciait, personne allait les voir. Et tout à coup, le fait de savoir qu'ils allaient être mis hors ligne, ça a provoqué une espèce d'émotion, de nostalgie pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'était plus du rejet, de la honte, parce que c'est quand même des contenus, où il y a beaucoup d'exposition de soi et qui sont parfois un peu reniés par leurs auteurs et leurs autrices. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a suscité beaucoup d'émotions. Et moi, dans mon projet de recherche, un de mes objectifs, c'est de voir comment on peut canaliser ces émotions pour raconter l'histoire des skyblogs aux personnes qui les ont pas connues, soit parce qu'elles sont trop âgées, qu'elles sont passées à côté, ou qu'elles sont trop jeunes et qu'elles sont arrivées après. Et finalement, les skyblogs racontent aussi l'histoire d'un âge du web qui était plus libre que ce qu'on a aujourd'hui avec les plateformes où on pouvait tout se permettre. Où c'était pas grave d'être kitsch, d'avoir son propre langage, d'avoir de jouer avec les couleurs, de jouer avec des codes qui existaient pas, qui étaient en train de se créer. Et je trouve que raconter l'histoire de ce web là, c'est aussi super intéressant et ça déclenche aussi des émotions. Donc moi, c'est mon objectif dans mon projet. Alors, le projet de recherche d'Emmanuelle Bermès, il est fascinant. Moi, je l'adore. Enfin, je trouve ça incroyable ce qu'elle fait. Et ça m'a fait penser à toute une mode sur Internet, particulièrement sur Reddit et YouTube, autour de ce qu'on appelle les lost media. Donc, des contenus médiatiques. Ça, c'est le Reddit, par exemple. Vous voyez, il y a 279 000 personnes sur un Reddit consacré aux lost media. Donc, c'est des contenus médiatiques qualifiés comme perdus dont on essaye de retrouver la source. Il y a des communautés qui sont entières dédiées à des espèces de chasse au trésor. Chasse au trésor, d'archéologues du web qui essayent de retrouver le nom d'un morceau de musique ou le dessin animé. Est-ce que vous vous rappelez ce dessin animé en danois dans les années 80 ? Bon, voilà. On peut aussi penser à toute la stratégie de communication sur les réseaux sociaux de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui utilise ces archives pour parler de sujets de société qui sont très contemporains. Et tout ça pour dire qu'en fait, l'archivage numérique, c'est
hyper important, même si c'est pas toujours très agréable. Et du coup, moi, j'aurais aimé vous poser une question. Est-ce que ça vous angoisse parfois de vous confronter à vos propres souvenirs sur Internet ? Oui. Oui. Pourquoi là, tout récemment, j'ai continué mon départ de Twitter. Okay. Et c'est passé notamment par la suppression. J'avais pas énormément de choses dessus. Donc, je me suis amusée à supprimer à la main, en fait, mes tweets. Ok. Parce que j'avais pas grand-chose. De toute manière, je suis pas très active. Et oh là là, des fois, je me trouvais ridicule, en fait, et un peu cringe, tu vois. En mode de premier statut Facebook 2009. Il y a un peu de ça, ouais, un peu. Héloïse est en train de manger de la soupe. Ouais, non. Mais en fait, j'ai aussi pris l'habitude de souvent nettoyer comme ça parce que dans mon école de journalisme, le premier jour, on nous disait, vous savez ce que c'est que votre identité numérique ? À partir de maintenant, vous êtes des professionnels et on va vous stalker en ligne probablement. Donc, vous nettoyez tout ça parce que nous, on les a vus avant que vous rentriez à l'école, vos photos de soirée. Donc voilà, je suis un peu prudente depuis ce petit trauma, voilà. Donc oui, non, je déteste ça. Après, il y a des moments aussi où c'est super agréable parce que j'adore en fait me remettre dans certaines dates. Par exemple, là, du coup, quand j'ai supprimé pour Twitter, tous mes posts. Il y avait aussi des moments où je disais trop heureuse d'être engagée dans tel magazine. Et ça te rappelle des bons souvenirs de ton évolution professionnelle. Et puis des fois, c'est super cringe. Et franchement, il y a les deux sentiments qui s'alternent à chaque tweet. Voilà, comme ça. Je partage ton sentiment aussi. Moi, ce qui me gênait le plus, c'était l'orthographe. Vraiment, ça n'avait aucun sens. Tu rajoutais des lettres à tout va. Tu sais, genre quoi de neuf, K2. Beaucoup trop de I, beaucoup c'était, trop de ouais. deux M1. Des smileys avec 10 parenthèses. Et moi, c'est plutôt ça qui me gêne. Comment j'ai pu écrire comme Mais ça, imaginez si on avait pensé à sauvegarder nos archives de MSN. Moi, j'en rêve. Alors, conversations que j'ai dû avoir. Pas de MSN, mais j'ai des screens de mes conversations sur les BlackBerry. Oh waouh! Ouais, et waouh! Mais t'es un peu une archiveuse numérique, toi aussi. Ouais, Anna, mais écoute, je sais pas, c'est peut-être ma formation d'historienne. Non, et du coup, je suis retombée sur ces captures d'écran que j'avais téléchargées sur Facebook. Ok. Parce que je voulais les montrer à tout le monde quand j'étais ado. Incroyable. C'était gênant, tu vois. Je les ai pas supprimées. Mais elles sont en privé. Oui. Personne ne peut les voir. Je vous dis tout de suite. Mais c'est trop intéressant justement ce rapport qu'on peut entretenir avec nos souvenirs. Il y a même un terme sociologique pour ça. On appelle ça la connaissance prothétique. Wow. Ça signifie une information qu'une personne ne connaît pas, mais à laquelle elle peut accéder en cas de besoin grâce à la technologie. L'exemple typique, c'est les anniversaires. C'est en fait, par exemple, vous vous rappelez pas forcément de l'anniversaire de tous vos potes, mais vous savez que potentiellement, si vous êtes encore présent et présente sur Facebook, Facebook va pouvoir vous envoyer un petit rappel en disant c'est l'anniversaire de Tata Machine, n'oublie pas de lui envoyer un SMS, quoi. Et donc, du coup, il y a un petit paradoxe là-dessus. On est à la fois un peu effrayé par nos souvenirs et en même temps, on a besoin de cet espace numérique où on stocke énormément de choses parce que sinon, notre cerveau, il peut pas tout garder, quoi. Ça nous sert presque de deuxième cerveau. Et du coup, moi, ça m'a un peu fait flipper. Je me suis demandé, est-ce qu'on était en train de perdre la mémoire, vous vous rappelez mon angoisse existentielle d'oublier des choses, Alzheimer, tout ça, ou est-ce que juste on a trop de choses à penser en fait? Je me suis demandé, est-ce qu'on perd la mémoire ou juste il y a trop de choses et on peut pas tout retenir, le cerveau humain il est pas fait pour ça. Surtout qu'il y a des choses dont on n'a pas envie de se souvenir, on le disait, des moments individuels ou collectifs qui ont pu être humiliants, douloureux, traumatiques, et même si Internet c'est très volatile, les algorithmes de recommandation se nourrissent de nos données pour nous proposer des contenus toujours plus personnalisés et ces algorithmes-là, eux, ils ont du mal à passer à autre chose sur certains événements, et notamment je me rappelle d'une enquête du média Wired en 2021 qui m'avait traumatisée, marquée. C'est une enquête qui s'appelait J'ai annulé mon mariage, mais Internet n'oublie pas. Et l'autrice de cet article expliquait qu'elle avait décidé de se séparer de son conjoint avec qui elle devait se marier quelques mois avant. Mais pour les algorithmes de Facebook et Pinterest, elle allait toujours se marier en fait. Donc, elle avait passé des mois à recevoir des publicités spécifiques à la question du mariage, alors même qu'elle traversait une des ruptures les plus douloureuses de sa vie, quoi. Et c'est la même chose pour... par exemple, des futurs parents qui pourraient vivre une fausse couche. Les algorithmes peuvent continuer à vous proposer des contenus liés à la grossesse et à la parentalité alors que vous vivez une période de deuil. Mais du coup, moi, je me suis demandé aussi, est-ce qu'il faut se rappeler de tout dans la vie? Est-ce qu'il faut se rappeler, y compris des choses terribles en termes de société? Et j'ai posé la question à Emmanuel Bermès.
peut y avoir parfois des véritables contradictions entre ce qu'on souhaite voir en ligne ou plutôt ce qu'on ne souhaite pas voir. Donc, là, vous prenez l'exemple de la Chine, mais de la censure sur le web faite par les plateformes, il y en a dans tous les pays sur toutes sortes de contenus. Mais pensons par exemple à des contenus de propagande djihadistes ou des choses comme ça. Évidemment, c'est des contenus qu'on trouve légitimes de retirer des plateformes. Et en même temps, si on veut étudier ces mouvements pour les comprendre, pour comprendre quelles sont leurs racines et comment ils fonctionnent, on a quand même besoin d'avoir ces contenus. Donc il peut y avoir aussi effectivement des contenus qui disparaissent très vite. On va pas pouvoir les étudier et ça peut poser des problèmes même dans la perspective de la lutte contre certains mouvements extrémistes ou autres. Donc c'est une vraie problématique qui oblige certains chercheurs, certaines chercheuses à avoir leur propre stratégie d'archivage parce que les institutions le font pour certains contenus, mais ont parfois un périmètre qui est ce qu'il est. Donc, si on veut étudier, par exemple, des mouvements qui se passent dans d'autres pays où il y a des formes de censure différentes, parfois on est obligé d'avoir ses propres stratégies d'archives et ça donne des projets de recherche assez passionnants. Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, pour quelqu'un qui fait de la recherche, il y a une nécessité en fait de figer les contenus web sur lesquels on travaille. C'est-à-dire que même s'ils disparaissent pas, ils ont et quelle que soit leur nature, ils peuvent changer, ils peuvent bouger. Donc, si on veut pouvoir, ne serait-ce qu'avoir une démarche scientifique et être capable de prouver qu'on a vu à un moment donné ce qu'on a vu, il faut archiver en fait. Et donc, c'est une problématique qui concerne de façon très large toutes les personnes qui essayent de travailler à partir du web comme matériau pour faire de la science ou l'équivalent. Alors, Emmanuelle Bermès, elle parle des actes terroristes. Et en effet, la mémoire numérique des personnes qui ont commis des actes atroces, ça pose question. En 2012, par exemple, après la tuerie de Mohamed Merah dans une école juive à Toulouse, il y avait une page Wikipédia qui avait été créée à son nom et une page Facebook pour lui rendre hommage. La page Facebook, elle a été fermée très, très rapidement. Mais le fait de consacrer une page Wikipédia, donc de mémoire en quelque sorte, à un tueur, ça pose question. Et en même temps, comme l'explique Emmanuelle Bermès, c'est important d'archiver et d'analyser ces sources numériques. De la même manière, après le féminicide de Mélanie par son ex-conjoint Michael Filetas, qui est un masculiniste qui tenait une chaîne YouTube, ces vidéos de séduction, elles sont restées pendant plus de 3 ans sur la plateforme après le meurtre de son ex-compagne, sans aucune modération. Voilà, ça a dû être supprimé par la famille des victimes. Alors, de manière un peu plus légère, pour se détendre un peu, on voit à quel point le passé, il n'est pas si lointain. En témoigne le retour en ligne et dans la mode des années 2000, à base d'images de Paris Hilton et la fascination pour les téléphones à clapper. Il n'y a pas si longtemps, c'est même Léna Situation, maire de Paris, qui vantait dans une vidéo Déconnexion le Barbiphone sans Internet. C'est rigolo parce que moi, perso, j'ai pas que des bons souvenirs de ces années 2000, mais j'ai demandé à Emmanuelle Fantin ce qu'elle pensait de ce retour nostalgique justement au début de décennie. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a cette focalisation autour des années 2000 depuis 2-3 ans, parce qu'en fait, la nostalgie se déplace avec le temps. Néanmoins, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est ce brouillage, justement, est tellement fictionnalisé, c'est vraiment une fictionnalisation de la mémoire, que du coup, elle se mêle aussi quand même assez habilement à des réemplois ou à des circulations des figures plutôt des années 80 ou 90. Je pense par exemple au rétro gaming ou à tout cet imaginaire des premiers jeux vidéo, par exemple, qui est encore hyper présente et qui se situe dans un avant qui est bien antérieur aux années 2000 et au téléphone à clapper. Mais en tout cas, bon, comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, il y a vraiment un clivage qui s'opère autour de la manière dont on va se représenter le temps et le passage du temps comme étant ou non une adjonction de valeur.
Mais du coup, c'est une fictionnalisation de la mémoire, voire même une réutilisation de certaines marques d'authenticité. Pendant mon entretien, par exemple, Emmanuelle Fantin, elle m'expliquait qu'à l'ère du numérique de plus en plus performant, les images ou les sons se sont vus accusés d'être trop parfaits. Donc, on rajoute du grain, des filtres, un petit peu même de stri, quoi, pour marquer la valeur d'un instrument ou d'un son, d'une image, etc. Et du coup, Internet, ça modifie notre rapport à notre propre mémoire. Enfin, en tout cas, c'est la thèse d'un philosophe qui s'appelle, désolé, je vais peut-être écorcher son nom de famille, Grafton Tanner, qui a écrit un livre qui s'appelle Foreverism. Et selon lui, la technologie, en fait, elle vient perturber notre rapport au temps. Car plus on numérise le passé, en fait, il reste vivant, ce passé. On n'a pas la distance nécessaire pour pouvoir, entre guillemets, en faire le deuil. Et donc, on pourrait pas vraiment ressentir de nostalgie parce que, selon lui, la nostalgie, c'est celle qui consiste à chérir le souvenir du passé perdu et à se laisser émouvoir et hanter par sa perte au lieu de chercher à le ressusciter dans un présent perpétuel. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, vous vous en doutez, mais tout le monde n'est pas d'accord, notamment pour une raison très simple. C'est pas parce qu'on a des souvenirs stockés dans nos appareils numériques qu'on peut pas ressentir de la perte individuellement ou collectivement et donc ressentir de la nostalgie car souvenir ou non, le temps passe et on peut pas y faire grand chose. Merci beaucoup Pauline pour cette capture d'écran qui était très très intéressante et qui était ta première du coup. Absolument. Tout à l'heure tu m'as dit que tu avais trop aimé travailler. J'avais adoré et la preuve j'ai explosé. Tous les temps qu'on s'était donnés. Je crois que tu as suivi l'école Héloïse. On est quand même sur un temps un peu explosé, mais c'est comme moi. C'est pour la qualité. Ouais, évidemment. Maintenant, on va passer du coup au moment de débat, le mode lent, où on va discuter un peu en particulier de la nostalgie du Y2K avec Edna. Puisque les années 2000 sont sur nous, genre littéralement, regardez comment on est habillés là. J'ai le petit choker. Et voilà. T'as le petit choker et du bêche. Sur nous littéralement et sur nous, sur notre période tout simplement, sur notre année, puisque vous l'avez certainement vu ou peut-être pas, Diddle revient. Comment ça, Diddle revient ? Diddle revient en 2025 avec une collection qui s'appelle littéralement Diddle is back. Donc voilà, avec de la papeterie, avec du produit dérivé, etc. Mais oui. L'année dernière, c'était les Totally Spies aussi qui revenaient. Absolument. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la marque DDP aussi qui est revenue. J'ai commencé à avoir des meufs que je suis sur YouTube qui disent j'ai trouvé ce super bonnet DDP et j'ai eu un choc mental. Et c'est un peu cher. Mais oui, de fou. Mais c'est même très cher. C'est très cher, mais bien sûr. Alors, pas mode. Mais t'as le retour aussi des comédies musicales. Le Roi Soleil, il a. Bien sûr, j'ai déjà mes places. Moi aussi. On a la même vie, c'est pas possible. Emmanuel Moir. Évidemment. Voilà. Qui va jouer un gamin de 16 ans, c'est parfait. Pas grave. Ouais, c'est pas grave. On l'aime quand même. Ok, Edna. Ok. Internet Exploreuse, s'il approuve. C'est bon. On a eu du Mean Girl aussi, on n'a pas vu. Mean Girl qui a, pour le coup, était vraiment dans le mouvement Y2K, du coup, dressé comme une référence, voire la référence, du coup, des années 2000. Et puis, voilà. Donc, c'est une période que tu connais très bien, Edna, puisque tu t'es spécialisée dans les années 90-2000 et autour de cette tendance du coup du terme Y2K. C'est ça. Du coup, ma première question, c'est quoi en fait le Y2K ? Déjà, le Y2K, ça veut dire Year 2000, quand même il faut replacer. Donc année 2000. Je pense que, c'est quelque chose qui est très large, parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur les Pinterest que vous avez montré, il y a une véritable image du Y2K avec des paillettes, du rose, de la mini-jupe, du crop top. C'est des vêtements qui sont très clinquants. Et moi, je suis spécialisée dans le Y2K, mais pas du tout de ce Y2K-là. Je suis plus sobre, entre guillemets. Donc, ça va être des vêtements qui sont plus confortables, plus fonctionnels, etc. Et qui s'inspirent d'esthétiques particulières, des séries fantastiques, du coup, des années 2000, quoi. Mais c'est super marrant parce que, du coup, c'est une autre vision du Y2K tel qu'on le présentait, du coup, dans les médias à l'époque, tel qu'on le présentait dans les fictions. C'est hyper intéressant, du coup. Ouais. Parce que là, du coup, on a eu le Y2K assez pink, assez... c'était Mean Girl, hein, clairement. Ouais, c'est Christina Aguilera, voilà. Britney, début année 2000, ok. Mais c'est trop bien. Et pourquoi ça a gagné en popularité ces dernières années ? Est-ce que tu as une idée ? Ouais, carrément. En fait, je pense que déjà, tu as ce qu'on appelle la nostalgie générationnelle. C'est-à-dire que les enfants
des années 90 à les débuts des années 2000, ils l'ont vécu, mais un peu de loin. En fait, ils n'ont pas pu la vivre pleinement et embrasser, on va dire, les looks de leurs stars préférées. Donc, aujourd'hui, ils ont entre 25 et 40 ans et ils ont du pouvoir d'achat. Donc, ils vont avoir les moyens de s'habiller comme eux ou comme elles. Et on a ça, et aussi le cycle de la mode qui revient, donc qui est tous les 20-30 ans. Là, on est en 2025, ça y est, on est en plein dedans. Et ensuite, on a les nouvelles générations, c'est la Gen X, c'est comme ça c'est la Gen Gen Z. Alpha. Alors, il y a la Gen Z et t'as la Gen Alpha, c'est ceux qui... C'est Gen Z. La Gen Z, ils l'ont pas vraiment vécu non plus. Non. Et pour eux, en fait, le style Y2K, c'est quelque chose qui est très nouveau. Ils l'ont jamais vu. C'est vintage. Donc, ouais, c'est vintage, hein, c'est le terme. Hein. Et donc, ils veulent se l'approprier, c'est nouveau, c'est cool. Et aussi, du coup, en lien avec Internet, on a les archives. Donc maintenant, on peut tout explorer et reprendre à sa sauce. Mais c'est assez souvent que je vois sur TikTok notamment, des personnes assez jeunes qui vont mettre des extraits de vidéos des lycées. Des années 2000 ou du collège, etc. Et qui disent, regardez, ça avait l'air trop bien, leur vie, ils n'étaient pas sur leur téléphone, tu vois un 3310 de temps en temps et c'est tout. Et surtout, ils s'habillent exactement comme c'est à la mode, un peu plus ample, etc. Un peu plus baggy. En totale contradiction avec ce qu'on avait encore il y a quelques années, quoi. Donc c'est chouette. Mais est-ce que toi, t'es touchée un peu par... Ouais, alors d'un côté, ça me fait me sentir très vieille. Ouais. Et moi, j'interviens aussi dans des collèges et lycées dans le reste de mon travail. Et c'est vrai que maintenant, je pointe dans des collèges et je me dis... Mais ça va pas ou quoi? Moi, je m'habillais déjà comme ça, d'accord? Au début des années 2010. Et c'était moche. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Et après, les goûts, les couleurs, tout ça. Mais oui, c'est un peu... Je sais pas. Genre, il y a un truc où même des élèves, quand ils me parlent et tout, et ils ont, je sais pas, 14-15 ans, donc on a quasiment 15 ans d'écart, ils me disaient, ah, mais vous, madame, quand vous étiez jeune, c'est genre, il se passait quoi et tout? Vous avez connu la Game Boy? Et je suis en mode, waouh! Enfin, c'est genre, coup de vieux dans ta tête, quoi. Mais c'est donc, ouais. Mais je suis émue en même temps parce que je trouve ça mignon, leur idéalisation, mais en fait... c'était pas ouf les années... Enfin, je sais pas toi et les autres, mais... Non, c'était normal, quoi. C'était très grossophobe les années 2000. En donc plus, moi en termes de mode... j'ai pas beaucoup de bons souvenirs de ça, quoi. Mais en fait, ce que j'ai lu aussi... Alors ça, il faudra que je me tourne vers toi. C'est que, en fait, ce cycle, justement, de mode, il a été un peu accéléré par la crise du Covid et les périodes de confinement. On se tournait vraiment vers des activités où on voulait vraiment imposer notre identité, imposer notre singularité, etc. Donc, il y en a qui se sont mis à la peinture, il y en a qui ont ça. Et ça a un peu encouragé, ça plus couplé du coup aux difficultés économiques, le recours à la seconde main. Parce qu'il y a quelque chose où on impose peut-être un peu plus son identité que si on allait dans un H&M à côté et qu'on se disait, vas-y, on va suivre les tendances, etc. Et que du coup, forcément, ça a mis plus en avant des coupes, des tenues, des articles qu'on ne voyait plus trop dans la mode. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé, toi aussi? Alors, je pense que par rapport les réseaux sociaux, ils vont venir aider à ce que cette image, elle se diffuse. Et tu as parlé du Covid, d'accord? Et le Covid, en fait, on a eu envie, en fait, d'avoir des coupes un peu plus joyeuses, des prints qui sortent de l'ordinateur. Par exemple, ton petit top en mèche avec des papillons et coloré, tu vois. Donc, c'est quand même des choses qui sont revenues... En fait, il y a beaucoup de sujets là qui se mélangent. Tu vois. T'as la seconde main, t'as les réseaux sociaux, t'as le Covid. Je suis pas sûre que les réseaux sociaux, le Covid, ait poussé les gens à consommer de la seconde main. Ce n'est que mon avis. De toute évidence, de ces 10 dernières années, on a eu une démocratisation de manière générale de la seconde main. Après, c'est vrai que on trouve de manière générale dans le vintage des pièces qui sont plus uniques, mais je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit moins cher. Après, parce que aussi je suis dans le milieu, peut-être je vois aussi les évolutions des tarifs. Tu vois, aujourd'hui, tu vas à Emmaüs, tu veux un petit top sympa, t'en as pour 10-15 balles, quoi. Donc, en soi, ça change pas grand-chose si tu vas dans la fast fashion, que je ne recommande pas forcément, hein. Mais sur Shein, pareil, ton petit top, il va être à 10-15 balles.
Il y a aussi les volontés écolo et tout. Oui, voilà, t'as un aspect militant forcément à la seconde main. T'as aussi l'aspect, comme tu disais, recherche de la pièce unique. T'as l'aspect économie, mais quand tu veux faire des économies, tu vas dans certains types de friperies, type friperie associative. Ouais. Parce que les friperies, on va dire, je sais pas, comme moi, on peut pas pratiquer en fait des tout petits prix. C'est compliqué pour survivre avec ce genre de modèle. On est plus sur du 25-30 euros en moyenne. Ouais, ok. Voilà. Je sais pas si c'était très clair. Non, mais si, c'est super. Ok, très bien. Pauline, je t'ai coupé, je crois, tout à l'heure. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais on parlait de aussi ce rapport à la jeunesse et du coup le souvenir qu'on se fait des années, tu vois, d'une certaine période, le souvenir qu'on se fait des années 2000 en termes de mode, etc. Ça m'a refait penser, je sais pas pourquoi j'étais tombée il y a pas longtemps sur des photos de tapis rouges des années Disney Channel avec Ashley Tisdale. Exactement. Est-ce que tu vois cette photo? Bien sûr, évidemment. J'en étais sûre. Mais on a eu la connexion immédiate. Non, mais parce donc, que cette tenue, robe sur le jean, pas de def. Enfin, pas de def. C'est pas def, mais voilà. Et ça voilà. n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les images Y2K qu'on se fait, quoi. C'est ça. Et comme j'en parlais en décembre, la cagoule. La cagoule. Voilà, je tiens juste à dire, on en parlait en décembre, la cagoule est revenue à la mode alors que c'était un truc traumatique des années 90-2000. Voilà. Et je vous promets, ce n'est pas un mot qu'elle a placé à chaque fois dans chaque internet heureuse. Elle le fait toute seule. C'est son libre arbitre. On n'y est pour rien. Voilà. Mais la cagoule, en effet, la cagoule. Mais voilà, moi j'ai une mauvaise compréhension de la mode de la cagoule, Edna. Voilà. Et je vois que ça t'a traumatisé en tout cas. Mais oui. En tout cas, il y a un rapport très émotionnel là-dedans. Et j'en suis désolée. Pardon. Mais juste pardon pour revenir à ce que tu disais sur la photo de tapis rouge sur laquelle elle est tombée. En fait, ce type de mode-là, c'est caractéristique des idoles de Disney Channel, en fait, avec énormément de couleurs, du bling bling et la superposition en fait la superposition, des gros colliers et en même temps les écharpes très fines, je les avais oubliées. Parce que c'est un peu family friendly aussi d'une certaine manière dans le côté un peu. C'est plus enfantin. La cible est plus jeune en fait que d'autres séries télévisées, quoi. Oui, et puis du coup, même les jeunes filles, elles sont habillées de manière plus modeste Enfin, elles vont rarement être avec des méga décolletés. Peut-être qu'il y a un truc aussi Amérique puritaine. Quand je pense au mode des années 2000, je pense aussi au full jean. Vous savez, les full denim, ça j'adore. Je sais pas si vous l'avez en tête, cette photo de Justin et Britney en full denim. Évidemment, c'est celle-là que Et voilà, connecté en fait. On va continuer du coup en télépathie cette émission. Si vous n'êtes pas connecté, c'est votre problème. Non, mais du coup, il y a ces images-là qui ressemblent pas forcément aux images qui sont mises en avant du coup dans la mode Y2K du coup telle qu'elle est présentée actuellement, et je trouve ça hyper intéressant comment tu peux reconstruire finalement des souvenirs et créer une nostalgie d'un truc qui n'existait pas forcément ou alors qui n'était pas exactement similaire par rapport à tout ça, alors que toi tu es dans une démarche assez différente, même si souvent tu vas adapter du coup un peu aussi les tenues à ce qu'on aime aujourd'hui. J'ai vu quelques-unes. Ouais, en fait, je dis que je suis spécialisée dans le Y2K, mais en fait, j'ai choisi ce que je voulais du Y2K. J'ai pas du tout choisi le Y2K, je l'appelle mainstream, qu'on voit, la première image que t'as en tête, c'est genre Hannah Montana, Christina Aguilera. Ta vision du Y2K aussi. Voilà, exactement, c'est ma propre vision, parce qu'en fait, dans le Y2K, on oublie aussi, mais il y avait d'autres styles qui évoluaient en même temps, gothique, emo. Ça vous parle? On en a parlé avec Héloïse. Donc, en fait, elles vivaient toutes ensemble à la même période, mais on a retenu que le Y2K un peu extravagant, quoi. Et moi aussi, c'est un peu mon combat avec ma friperie, c'est que je veux montrer, oui, je suis Y2K, mais pas le Y2K auquel on peut penser tout de suite, quoi. Ouais. Je veux montrer qu'il y en a un autre. Ça, il y a un terme pour en parler, ça s'appelle la nostalgia. Et c'est assez intéressant parce que en fait on sait du coup, voilà, il y a un article qui en parle très bien de la BBC qui parle, bon, pour le coup là ça parle plus de l'aspect marketing, etc., du poids de tout ça, de à quel point en fait et t'en as parlé, si cette marque fait référence à un élément nostalgique, si c'est une marque qui revient comme Doodle par exemple, et ben ça va pousser beaucoup plus à l'acte d'achat que si c'était une autre marque qui présentait le même produit mais sans avoir du coup le poids de la nostalgie. Mais la nostalgia, c'est aussi prendre du coup des souvenirs qu'on avait
et le refabriquer pour proposer un produit qui soit actuel, quoi. Et pour la mode, Y2K, t'en parlais juste avant, mais il y a énormément aussi d'enjeux autour de l'inclusivité, autour de tout ça qui est hyper important, je pense, à prendre en compte, parce que les années 2000, c'est les années de la grossophobie. C'est vraiment quelque chose d'assez fou. Dans les séries, tu dois le voir particulièrement, où les meufs, elles sont dans un 38, elles disent qu'elles sont immenses, quoi. Ouais, carrément. Même, tu vois, juste dans Friends, Monica, elle se fait bully parce qu'avant, elle était grosse, quoi. Parce que c'est une ancienne grosse, et tout le monde a peur qu'elle rebascule, rebascule, entre guillemets. Carrément. Et ça, tu le vois un peu, je sais pas, peut-être dans les autres parce que les friperies aussi, il y a quelque chose où des fois, il y a souvent que quelques tailles qui sont proposées, on s'intéresse plus à un certain type de public et tout. Je pense que, même si aujourd'hui, il y a des efforts d'inclusivité, ils sont peut-être pas suffisants. Et nous, déjà, quand on chine du vintage, les tailles, ils sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. En général, t'enlèves une taille en moins quand c'est de la fabrication européenne ou américaine, et 2 à 3 tailles en moins quand c'est de la fabrication italienne. Donc, le 38 que je chine aujourd'hui, c'était un 32-34 à l'époque, tu vois. Et en fait, des grandes tailles, hyper dur à trouver. Ouais. Mais hyper dur à trouver. En Y2K, 90-2000, compliqué, dans mon esthétique. Ouais. Je précise. Tu veux dire des trucs qui soient pas moches, par exemple? Qui aient une certaine coupe, une certaine matière, voilà. Qui soient d'une qualité, j'imagine, qui tiennent un peu la route. Qui soient pas juste uniquement 100% polyester. Le polyester, il est tellement fin, il est transparent. Ou tu sues bien dedans, là. Mais c'est dur à trouver. Ouais. Et c'est pas introuvable, parce que t'as plusieurs friperies qui sont spécialisées, justement, dans la grande taille. Mais c'est pas non plus évident, quoi. Il y a un autre sujet, un autre élément, un autre terme que tu utilises t'as fait une vidéo dessus, c'est le dead stock, et je trouve ça incroyable sur la question de la nostalgie. Est-ce que tu peux un peu expliquer Ouais, bien sûr. Alors, le dead stock, en fait, c'est un stock de vêtements. Ça marche dans le neuf et dans le vintage, qui n'a jamais été vendu. Donc, ils sont encore tout neufs, avec leurs étiquettes. Donc, c'est pas de la seconde main. C'est un peu comme les boosters non ouverts Pokémon. Voilà. Et en fait, pour le public qui nous regarde, ils ont été conservés et ils font leur réapparition comme ça. Et moi, je suis tombée justement sur un dead stock. Je suis très très fière. Pimkie des années 90-2000. Wow. J'ai eu plus de 120 pièces. Ah, c'est ouf. Ouais, trop contente. Et encore avec leurs étiquettes. Et on a la vidéo à l'écran. Bravo Sylvain. Wow. Et non, mais c'est trop ouf. Parce que du coup, t'ouvres vraiment, genre, le truc est dans son élément, tu vois, de son époque. Exactement. Et comment est-ce qu'ils sont arrivés là? C'était des invendus qui sont restés dans des hangars? Alors, j'ai l'histoire. Ah, trop bien. Voilà. Alors, moi, j'ai trouvé le stock sur Le Bon Coin. Okay. Voilà. J'ai contacté la dame qui les vendait et je lui ai dit, mais madame, où les avez-vous eu? Parce que franchement, moi, c'est le genre de choses que je recherche. Donc, si elle peut me donner son tips. Oui, bien sûr. Et en fait, elle m'a dit qu'il y a genre 15 ans, son fils avait acheté un stock de vêtements pour faire de la revente. Okay. Donc, des trucs d'usine, voilà. Et en fait, il a été très déçu de voir que c'était des vêtements de petites meufs. Il s'attendait peut-être à autre chose, quoi. Exactement, mais c'était des lots à l'aveugle, en fait, qu'ils achetaient. Et du coup, ça a été stocké dans leur garage pendant 10-15 ans. Voilà. Et là, elle voulait s'en débarrasser, sûrement parce qu'elle voulait tout vider. Faire un peu de place. Faire un peu de place. Okay. Et il se trouve que je suis tombée au bon moment parce que j'ai tout pris. Trop la chance. Voilà. Génial, trop bien. Et je voulais juste dire 2 mots parce qu'on est un peu en retard aussi sur... Ah non, pardon, j'allais tout oublier. Non, mais n'importe quoi. Il y avait une question que je t'avais posée, que je t'avais présentée avant. C'était sur, est-ce que la friperie, selon toi, c'est forcément attaché au sentiment de nostalgie ou pas? Alors, pour moi, pas forcément. Dans mon cas, oui, on est à 200%, c'est le concept. Mais comme je le disais, en fait, il y a différents types de friperies. T'as, par exemple, les friperies associatives, où là, ils veulent pas faire revivre une nostalgie, parce que, en fait, dedans, t'as et du vintage. Donc, le vintage, c'est des vêtements qui ont plus de 20 ans, et de la seconde main récente. Et donc, le but, c'est juste de mieux consommer. C'est plus éco-responsable. Donc, derrière Emmaüs, ça n'a pas forcément de volonté de faire revivre une quelconque période. Ouais. Voilà. Ok, d'accord, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai aussi l'impression que dans la mode, même en règle générale,
La nostalgie, elle alimente beaucoup de choses, beaucoup de choix dans la mode, beaucoup d'éléments. Et surtout, mais après, c'est peut-être parce que je suis vieille maintenant. Aussi. Mais qu'est-ce que tu raques Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci? Non, mais c'est vrai que ça alimente beaucoup de choses. Et puis, ça a un moteur, comme on le disait, économique, capitaliste, qui est intéressant, qui est associé à beaucoup d'affect. Puis, ça a fait vendre, je pense, aussi. Puis, on vit dans une période troublée, dirais-je. Donc, ça fait du bien de se remettre dans des trucs un peu doudous. Oui. Je pense qu'on aime bien. Oui, c'est bien les doudous. Et justement, on voulait un peu évoquer aussi le côté un peu dangereux de la nostalgie, surtout quand elle est utilisée à des fins politiques. Mais je ne sais pas si on aura vraiment le temps de le faire, là. Est-ce qu'on le fait ou pas, Pauline? En une phrase? En une phrase? Non, mais en une recommandation d'article. Un article de The Conversation que j'ai noté et que peut-être... Voilà, Nostalgia in Politics. Pan-European study sheds light on how and why parties appeal to the past in their election campaigns. Ça parle du coup de l'utilisation de la nostalgie par du coup les partis d'extrême droite en Europe. Et c'est le fun. Non, mais c'est hyper intéressant, c'est extrêmement intéressant. Non, mais j'imagine. Il y a notamment un graphe, je sais pas si tu l'as sous la main, voilà, qui montre en fait à quel point les tournures de phrases nostalgiques ou l'évocation de c'était mieux avant ou MAGA, etc. font partie en fait du coup des leviers pour même parfois la nostalgie ou des souvenirs fabriqués évidemment qui n'ont jamais existé. On n'a pas parlé de la tradwife, mais on aurait pu en parler. Du coup, des nostalgies des années 50, 60, voilà. Romantisé. Et c'est hyper intéressant, donc je vous conseille vraiment d'aller lire si vous comprenez l'anglais. Et puis sinon, utilisez la traduction automatique sur Google Chrome ou un truc du genre. Comme ça, vous pourrez le lire aussi. Plus ou moins bien, mais vous pourrez le lire peut-être. Voilà. Je pense qu'il est temps de sortir du mode lent et de réaccélérer un petit peu. On passe la seconde, Héloïse. Allez, c'est parti pour le m'explique. Je crois que j'ai fait un petit peu. Allez, excuse-moi, c'est mardi. Il me semble que c'est un m'explique-moi attendu depuis longtemps, puisque tu devais faire ce m'explique-moi en décembre, sauf qu'en décembre, Héloïse, tu n'avais plus de voix. Je suis arrivée, je ne pouvais plus parler. Vraiment, j'étais là. Bichette, vraiment. J'attendais. Mais du coup, peut-être vous l'avez remarqué dans le plateau et un peu partout dans le décor. Il y a 4 Sonic, trouvez-les dans les décors. Voilà. Et Héloïse, je crois que tu vas nous parler de Sonic aujourd'hui. Non ? Pardon, oui. Oui, Sonic, le roi des mèmes. Et je voulais vous parler de sa dernière itération en date. Sonic a tout fait sur Internet. Et il poursuit désormais une carrière de chanteur. Voilà. Mais non. Ouais, on a vu fleurir sur TikTok ou sur YouTube des vidéos de Sonic reprenant des musiques, pour la plupart issues de la culture pop, des génériques d'animés par exemple, ou ayant été déjà utilisés comme mèmes en fait. Donc là, je vous ai mis du Persona parce que j'adore Persona. Mais on a plein d'éléments comme ça. On voit Sonic et ses amis qui chantent d'un coup. C'est vraiment des dad jokes la plupart du temps où il dit hey, t'as vu ça? Non. Et puis le bout de sa phrase après c'est de la musique. On n'est pas sur un truc hyper compliqué. Voilà. C'est tout le temps la même chose, mais à chaque fois, ça me surprend et à chaque fois, je reste. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir là? C'est ce qu'on appelle le Sonic Singing. Tout simplement, une représentation du coup en 3D. Et derrière ce même, il y a d'abord une vidéo diffusée sur YouTube par un créateur du nom DataRix, avec un X majuscule, en août de cette année, de l'année dernière du coup, qui était pas très regardée. Si vous avez dessus, je pense qu'il n'y a pas encore énormément de vues. Donc après la première vidéo qu'il a balancée, il continue pendant des semaines à publier le même genre de vidéo avant de sortir. Et ça, c'est la vidéo qui va faire parler d'elle, une compilation mi-septembre qui va récolter, elle, un demi-million de vues quand même. Alors nécessairement, il y a quelques malins qui voient ce demi-million de vues, qui flairent le filon et qui vont tenter de récupérer la vidéo pour la poster ensuite sur TikTok. Parce que c'est quelque chose qui se fait souvent, de voler un peu du contenu sur YouTube, sur Instagram, etc. pour la foutre sur TikTok et voir si ça fonctionne ici aussi. Et évidemment, ça explose. Et Atarix, il voit le truc et il commence du coup à créer un compte sur TikTok aussi de son côté pour continuer à alimenter et essayer de récupérer les vues et l'argent.
Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Déjà parce qu'on nous l'a demandé, aussi parce que vous pouvez nous demander d'expliquer des mèmes. Donc, envoyez votre message à Internet Exploreuse avec un s @gmail.com, sur Instagram également, ou en commentaire des vidéos YouTube. On vous écoute et on vous lit. Mais aussi parce que c'est du shitpost, du brainrot 3000 comme on aime parfois en consommer, avec la chute inattendue et pile dans la tendance. Vous avez vu, il y avait un petit chat comme ça en position un peu brioche là, vous savez, comme ça. Et c'est celui qui fait A-E-I-A-I. Tu connais ça? Et voilà, il était dedans. Chose, tu connais Ça me dit quelque chose. Ça fait partie des trucs qui hantent ton cerveau, tu sais, parce que t'as passé trop de temps sur Internet. Exactement. Mais impossible de retrouver. Je te jure. Voilà, il y a des crossovers avec d'autres mèmes comme ça. Mais aussi parce que je voulais vous en parler aussi parce que c'est typiquement l'illustration d'un genre cinématographique que j'adorais quand j'étais plus jeune. Est-ce que vous connaissez le machinima ou pas? Pas du tout. Non. Ah là là. Le machinima, du coup, c'est une contraction de machine et de cinéma. Et si on veut faire court, il s'agit souvent en fait de courts-métrages qui sont filmés dans un jeu vidéo via l'utilisation de décors, d'animations, de personnages et souvent d'une caméra libre qui vous permet de la placer vraiment où vous souhaitez et du coup de réaliser des courts-métrages sympathiques ou dans vos jeux vidéo. Donc vous avez peut-être pu en voir fleurir sur Counter-Strike. Il y avait une grosse mode Counter-Strike de machinima, sur Quake, sur The Movies. C'était un jeu de gestion de cinéma et du coup ils avaient intégré dans le jeu directement, c'était pas une fonction supplémentaire, le fait de pouvoir faire des petits films comme ça avec plein d'animations et plein d'accessoires. C'était trop chouette. Mais ceux que je connais le mieux de mon côté et ceux que j'ai le plus vu et consommé, c'est évidemment ceux des Sims. Mais oui, je connais en fait. Oui, machinima, vous connaissez, oui. J'en ai vu. Qui décrivait souvent des situations dramatiques sur du Linkin Park. Voilà, c'était souvent doublé à l'arrache ou pas du tout d'ailleurs, et ça avait parfois des allures de clips vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, des fois c'était en noir et blanc, il y avait du Evanescence. Des petits effets, de l'Evanescence, beaucoup. Donc dans le cas actuel, on est aussi dans un jeu. En fait, on est sur Sonic Adventure DX qui est sorti d'abord sur Dreamcast en 98, puis sur GameCube et en PC en 2003. Ne zappez pas, vous n'êtes pas sur super vieux jeu, ne vous inquiétez pas. Ça va, Sylvain? Il a pas de micro. Et donc là, ils utilisent un mode... Oh merde. Il utilise un mode pour placer sa caméra, changer les personnages et leurs expressions, etc. Et puis pour la voix, c'est extrêmement simple en fait, puisqu'on nous sommes désormais dans l'âge de l'IA et qu'en se rendant sur des sites, vous pouvez tout simplement télécharger des synthèses vocales de tous vos personnages et personnes préférées de manière tout à fait illégale, puisque on a créé des synthèses vocales sans leur demander. Let's go. Bravo l'IA. Et c'est ainsi qu'est né Sonic Singing. C'est extrêmement simple, d'autant plus que depuis que les modes se sont démocratisés. Oh non, mais là, c'est un tuto que vous avez à l'écran du coup pour pouvoir utiliser ce mode-là. Donc on l'a vu avec Sonic Adventure Meme Maker, mais il y a aussi par exemple en ce moment sur Roblox un serveur qui est dédié à du roleplay de la série de Fortiche tiré de l'univers de League of Legends. Donc voilà, et il se passe des trucs bizarres là-bas. Roblox, c'est vraiment trop bizarre. Sortez vos enfants de là. Voilà. Du coup, je voulais vous parler d'un deuxième mème. J'essaye de faire vite. Et le mème, c'est Chill Guy. C'est un mème qui était du coup assez récent en décembre, qu'on voit plus du tout. J'ai cru que là, vous le connaissez. Il s'est fait connaître en fin de l'année dernière, du coup. Mais l'existence, en fait, remonte à son existence à ce petit gars là, qui est très chill. Petit gars. Guy qui est très chill. Elle remonte à 2023. Il a été créé par l'artiste Philip Banks qui a partagé sur Twitter donc exactement ce post qui disparaît à ce moment-là. Une illustration d'un personnage canin anthropomorphe accompagné de la légende. Mon nouveau personnage, son truc, c'est qu'il est un gars décontracté qui s'en fiche un peu. Voilà, la traduction est légendaire. Mais ce n'est qu'à partir d'août 2024 que l'image a véritablement explosé en popularité, notamment grâce à des utilisateurs de TikTok qui l'utilisent pour signifier souvent des décisions prises pour se faciliter la vie au quotidien. Donc ça peut être des fois utilisé vraiment par des gars qui veulent rien foutre à la maison. Des fois, just a chill guy, je suis là et puis je fous rien. Mais pas que. En novembre 2024, par exemple, le mème a connu une nouvelle vague de popularité en raison de la création d'une crypto-monnaie inspirée par le personnage appelé Dollar Chill Guy, tout en majuscule,
qui a atteint une capitalisation boursière de 488 millions de dollars. Évidemment, ça n'a pas trop plu à son auteur, Tu m'étonnes. qui l'a fait savoir et qui a engagé des procédures pour faire valoir son droit d'auteur. Donc la crypto-monnaie a perdu de sa hype et le cours s'est totalement effondré. C'est loin d'être le premier mème à être utilisé pour une crypto. Vous connaissez probablement le Dogecoin. Malheureusement. Il y a une crypto Moudeng, vous savez, le petit hippopotame nain qui avait connu sa popularité l'année dernière, mais qui est devenu grand. Mais il y avait aussi la crypto Pépé pour Pépé the Frog et elles ont toutes en commun d'avoir été créées par des personnes qui n'ont rien à voir avec l'original. Hein. C'est vraiment dont leur rêve a été spoilé, réussi comme ça. Donc outre Pépé the Frog, pour le coup, c'est un vrai sujet sur l'utilisation du coup et la reprise et le détournement du coup du même, et donc notamment pour les cryptos. Donc outre les questions de droit d'auteur évidentes, ces crypto-mèmes sont aussi fréquemment le lieu de pratique qui profite d'un gris juridique assez tragique en fait. Hein. Est-ce que vous êtes familière avec l'expression rug pull ou pas du tout. Alors là, je vous sors du jargon vraiment de crypto. Hein. Là, c'est quelqu'un qui lance une crypto-monnaie sur un phénomène viral comme un mème, recrute des influenceurs pour en faire la publicité. Okay. Tu sais, les influenceurs de crypto qui disent alors là, il faut vraiment investir. C'est maintenant ou jamais parce qu'après, t'auras plus d'opportunités, il faut devenir millionnaire. Exactement. Ça. Okay. Et en fait, ces personnes qui ont créé ces cryptos vont vendre toute leur monnaie. À un moment, en même temps, quand celle-ci va atteindre un bon taux grâce du coup à la pub des influenceurs, et ils vont laisser la monnaie s'éteindre en fait dans son coin. C'est une action malveillante, dangereuse pour les porte-monnaies qu'elle vise, dangereuse parce que c'est souvent des personnes assez influençables qui vont profiter de tout ça. Plus si chill le gars finalement. Merci beaucoup Héloïse pour ces deux mêmes explique-moi. Ça m'a ravie d'en apprendre plus sur Sonic. Il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé si on allait voir Sonic ensemble, mais il était pas dedans. Mais je crois qu'on en a déjà montré un. Je crois que non, c'était Shrek et Sonic ensemble. Très oui, possible. Tout à fait. Sylvain dit oui avec la tête. Et quelqu'un dans le chat expliquait aussi que Chilgal lui faisait peur, et je comprends. Ah ouais, il y a un petit côté. Mais du coup, il y en a d'autres. Cet auteur en avait fait plusieurs. Le lore aurait pu s'étendre si le même n'avait pas duré 15 jours, quoi. Mais voilà. C'était ce que vous aviez loupé en décembre. Du coup, maintenant, c'est fait. Renvoyez-nous vos propositions de mèmes pour qu'on vous les dise. On est toujours là pour les décrypter. Bah oui. Merci beaucoup, Héloïse. Mais je pense que là, moi, j'ai un peu mal à la tête. Il est l'heure d'aller toucher de l'herbe. Ah waouh, le talent de transition. C'est quoi va toucher de l'herbe? C'est tout simplement du coup non, c'était pas une vraie question. J'ai vu un peu regarder en mode attends, elle est si fatiguée, ça va? Elle a perdu son esprit cette fois. Ça va? Non, va toucher de l'herbe, autrement appelé VTDLH dans le jargon. Pratique. C'est la rubrique où vous parle un peu des choses qu'on a fait en dehors des écrans. Moi, généralement, je triche. Il y a toujours un écran inclus un peu indirectement, mais c'est pas grave. Lucie ne m'en veut pas, tu m'en voudras? Non, ça va. Bon, bah c'est bon. Et du coup, on va commencer avec toi, Enna. Tu m'as dit, j'aimerais bien un peu parler de collage. Ouais, carrément. Bah, du coup, sur mon temps libre, je fais du collage avec des magazines ou des livres que je vais trouver en ressourcerie. Trop bien. C'est cool parce que en fait, t'as besoin de pas grand-chose. De la colle, une paire de ciseaux, une feuille. Voilà. Et du talent. Non, pas forcément. Non, alors en fait, ok, c'est une copine qui m'en a parlé et qui m'a initiée un peu au collage. Quand elle m'a parlé du collage, j'étais genre... Je suis désolée, je ne vois pas du tout l'intérêt. Enfin, je comprends pas. Et elle m'a montré une photo de ce qu'elle avait fait. Et j'avais trouvé ça magnifique. Et en fait, tu peux vraiment créer des petites œuvres d'art. Après, tu peux... Enfin, moi, je sais que j'en fais beaucoup des surréalistes. Tu vois, genre, par exemple, je mets des dauphins avec des ailes de papillon, tu vois. Incroyable. Avec derrière le coucher de soleil ou alors l'espace, un une petite lune. Un peu kitsch et absurde. Ah, j'adore le kitsch. Bah. Mais c'est incroyable. Ouais, bon, oui, après... c'est trop bien, c'est génial. Voilà. Et je sais pas, ça détend. Et t'as pas de pression quand tu le fais. Mais il faut avoir beaucoup de magazines, du coup, j'imagine. Même pas. Franchement, en vrai, moi, j'ai un... Tu sais, les dictionnaires visuels. Ouais. Des années 90. Et encore. Un dictionnaire visuel, tu prends un bouquin de paysage, et ça y est, hein. Franchement, t'as pas besoin de plus. Trop bien. Mais en vrai, ça m'attire un peu. Hein. Ah ouais? Ouais, tu te sens prête à faire du collage? Parce que j'aime bien les arts visuels, mais je n'ai aucun talent
Pour genre le dessin et tout. Ouais, et du coup, c'est assez pas besoin de dessiner. Bah ouais, du coup. C'est trop bien. Parce que si tu veux créer quelque chose visuellement, soit du coup tu vas le faire sur un écran, mais du coup je vais pas pouvoir l'utiliser pour va toucher de l'herbe, donc ça sert à rien, évidemment. Je fais des activités que pour le. Bah évidemment, pourquoi d'autre. Non, mais oui, ou bah t'es pas justement dans une phase de déconnexion, etc. Donc c'est un peu moins calme, on va dire. Et le dessin, bah, t'as pas cette satisfaction juste parce que si tu sais pas dessiner, bah, ça va être quand même assez limité. Frustré sur toi-même. Ouais. Il y a trop, ça va être forcément dans une démarche d'apprentissage, alors que je pense que le collage, pour le coup, tu peux t'amuser assez rapidement. Quoi. Bah ouais, en plus, tu peux créer des choses justement qui n'existent pas. Ouais. Et ça, c'est cool aussi. Et comme tu disais, avec le dessin, ma ligne elle est pas belle, mon trait il est raté, là t'as juste à coller. Il y a un truc de la perfection je trouve dans le dessin, alors que je pense que le collage tu peux un peu plus te détacher justement de certaines normes esthétiques et du, je sais pas, de la perfection, enfin tu vois, genre du parfait pour aller un peu chercher ce que t'as envie quoi. Ouais, et en plus tu peux y aller, tu vois, tu peux mettre tout ce que tu veux sur ta feuille de papier et au final la composition elle peut être vraiment cool. J'ai un peu envie de tester maintenant. Eh ben, let's go. Je te montrerai des photos et des comptes Insta si tu veux. Ils sont trop cool de collage. Avec plaisir, ça va me faire des inspirations comme ça. Toi aussi, t'es dans une démarche artistique en ce moment, Pauline. Ouais, petite activité manuelle parce que à Noël, j'ai commencé, on m'a offert un kit de crochet. Et donc, je suis devenue une vieille dame. C'est-à-dire que plusieurs fois par semaine, je fais du crochet. C'est super relaxant, c'est génial. Et je crois que logiquement, j'ai mis une image de ma première... Voilà. Le crochet moche. C'est une abeille. C'est censé être une abeille. Elle est... Pourquoi tu as mis un zoom dessus Elle est radioactive, cette abeille. Vraiment, non, c'est chouette. Franchement, pour une première création, c'est pas si pire. Mais maintenant, je suis en train de faire une écharpe. Et franchement, crochet, c'est génial. Ça demande pas beaucoup de matériel parce que t'as juste besoin d'un crochet et de la laine. Et donc là, moi, j'écume Vinted et Le Bon Coin pour acheter genre des méga lots de laine de gens qui en veulent plus. Mais du coup, là, t'as dû mettre du rembourrage dedans ? Ouais, là, c'était un kit où il y avait du rembourrage. Où du coup, voilà. Mais elle est trop moche. Elle me fume. Mais je l'ai encore. Je la garde, mais elle est vraiment pas belle. Il faut la garder. Elle est mimi. J'ai essayé de faire aussi une petite feuille pour mettre sur le casque. Je sais pas, j'avais vu ça sur des TikTokeuses coréennes trop stylées. Ça a pas marché du tout, c'était vraiment très moche. Mais au moins, j'ai essayé. Et bon, voilà, c'est des activités manuelles, ça détend. T'as d'autres projets, du coup, de crochet ? Là, j'essaye de faire une écharpe. Et là, je vais essayer de faire des bonnets de bébé. Parce que c'est pas grand. À quand la cagoule ? À quand la... Jamais de la vie, il y aura de cagoule sur ma tête, même faite par moi-même. Mais j'ai une copine qui m'a demandé de lui faire une cagoule, par contre. Est-ce qu'elle savait à quel point c'était une provocation ou pas ? Non. Malheureusement, je crois qu'elle... C'est toujours ton amie ? C'est toujours mon amie, mais j'ai pas osé lui dire que j'étais en cagoulophobie. Ok. Et toi, Héloïse, est-ce que c'était de l'activité manuelle que t'as fait ce mois-ci ? Bah non, je sais rien faire de mes mains. Bah, je sais pas. Non, moi je voulais continuer un peu dans la nostalgie parce que vraiment, depuis qu'on a lancé cette idée de sujet, j'ai l'impression d'être entourée de trucs des années 2000, de trucs de quand j'étais ado, etc. Et quand j'étais ado, j'aimais beaucoup du rock. J'aimais beaucoup le rock féminin. Mais le rock tranquille, hein. Vous calmez-vous. Pas une metalhead, quoi. Non, et j'y étais allée par des biais un peu détournés. Est-ce que vous connaissez The Pretty Reckless ? Toi, mais bien sûr. Voilà. Mais j'aimais bien ça. J'aimais bien rock un peu ok, un peu glam, un peu girly. Un peu glam, ouais, exactement. Glam rock. Et il y a pas longtemps, je suis tombée sur un groupe mexicain de 3 sœurs mexicaines qui s'appelle The Warning. Incroyable. Voilà, c'est elles qui sont aussi Y2K mais à fond. Là, ça se voit pas trop sur cette photo. C'est un autre type de Y2K, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Un Y2K plus rock and roll. Grunge. Plus grunge, ok, ouais. Et, par exemple, tu vois, la sœur du milieu, là, elle avait les petits trucs, là, quand tu faisais tes chignons, tu faisais partie. J'adore ça. J'aime trop ça. Et du coup, c'est un groupe qui vraiment s'ancre totalement dans cette esthétique de rock-là, où vraiment, t'as même des enchaînements d'accords qui sonnent très, très, très années 2000. C'est vraiment un retour dans le temps. Mais ouais, et j'ai l'impression de devoir dire à ma mère, tu me dis pas ce que je veux faire, en fait. Tu vois, vraiment. Je changerai pas ma chambre, d'accord ? J'ai envie de porter des mitaines simili-cuir dentelle et tout. Celle que j'ai jamais pu mettre. Ma mère, elle m'a toujours empêché. J'ai vraiment envie de faire ça, tu vois. The Warning, c'est un bocal nostalgique. Okay. Elles se sont fait connaître quand elles étaient toutes jeunes, quand elles avaient, du coup, autour de 10 ans. Parce qu'elles avaient fait une reprise qui a été hyper vue et hyper appréciée de Enter the Sandman
du coup, qu'elles avaient posté sur YouTube. Et moi, j'en avais plus entendu parler depuis que j'avais vu comme une vidéo parmi d'autres d'enfants talentueux, tu sais. Ouais. Et du coup, je suis retombée dessus, je crois, c'était sur TikTok, un peu par hasard. Et j'étais en mode, mais oui, bien sûr. C'est la période, donnez-moi. Et ouais, c'est un trip nostalgique. Si vous avez apprécié, du coup, écouter The Pretty Reckless et Dorothy, je vous conseille, du coup, The Warning. Il y a même des musiques en espagnol. Et ça, j'aime bien parce que j'en ai jamais écouté du rock espagnol. Donc, enfin, du rock mexicain, là, pour le coup. Donc, je vous conseille The Warning. Et je crois qu'on a fait le tour, du coup, de cette émission. Mais merci pour les recos. Je vais faire du collage en écoutant The Warning. Et j'écoute aussi un autre type nostalgique. J'écoute du reggaeton avec le nouvel album de Bad Bunny. Je sais pas si incroyable. Donc, ouais, je suis à fond dans les musiques que j'écoutais à l'époque. Mais voilà, merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edna, pour ta participation. C'était trop chouette de t'avoir avec nous. Mais merci d'avoir été là pour nous parler de tout ça. Merci à toi, en tout cas, Pauline. Mais merci, Héloïse. Attends, mais on est bloqué. Merci. Non, c'est bon. Merci, Pauline. C'était trop chouette de t'avoir avec nous. Merci Lucie. Merci Lucie qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. On se dit à bientôt, Lucie. N'oublie pas. Faut qu'on se parle. Merci à la modération, évidemment. Merci à tous nos soutiens patriotes qui sont de plus en plus nombreux. Continuez, il n'y a plus la promo, mais ça vaut quand même le coup. On a sorti un conf de rédac encore il n'y a pas longtemps. Je profite pour faire de la pub. Mais bien sûr. De toute façon, c'est mon émission. Qu'est-ce que vous allez faire? La conf de rédac, c'est un podcast où on parle de tout sauf de la rédac. On parle de notre vie en dehors de la rédac. C'est super chouette et c'est accessible au palier à 7 €. Donc profitez-en en fait, tout simplement. Et si vous voulez aussi voir nos émissions en accès anticipé, c'est là-bas qu'il faut se rendre. Patreon.com/origami-media. Voilà. Je crois que c'est l'heure de nous dire au revoir. Au revoir, on se retrouve le mois prochain, Héloïse. Oui, on se retrouve vite le mois prochain. On va pas dire la date tout de suite parce que si jamais ça change, mais on revient vite. Donc restez à l'affût de nos messages. Bye. Au revoir.